Médecin gériatre à l'hôpital de Saint-Nazaire et je suis ravi de parler au nom du comité de défense de santé nazérien. Merci à tous et toutes d'avoir organisé cette soirée. Je commence à avoir des visages que je connais un petit peu, on commence à avoir l'habitude de nos soirées, c'est la 4e si je ne me trompe pas. 4e soirée publique. Cette fois-ci on a la chance d'avoir des invités de marque, avec 2 députés, Adrien Clouet, comme d'habitude. Adrien Clouet, qui est député de Haute-Garonne. Ici, voilà. Comme ça, vous savez qui c'est. Ah non, mais je ne pense pas que tout le monde vont me poser des questions hyper pénibles. Et puis Claire Compin, qui nous fait l'honneur d'être là pour ses connaissances sur la sécurité sociale, syndicaliste et puis retraitée de l'assurance vieillesse. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour la soirée autour du livre de Olivier Milron. Je ne sais pas si vous avez été présent, je pense que oui, sur son guide de désintox du système de santé français que je recommande encore. En tout cas, merci d'être présent. Merci aussi à tous les membres du comité de défense nazérien et notamment Gilles pour avoir organisé cette soirée, tous ceux qui ont distribué les tracts, etc. Merci beaucoup. Alors ce soir, on est là pour fêter un anniversaire. On va essayer de fêter ensemble les 80 ans de la sécurité sociale. 80 ans, je vous promets que pour un médecin gériatre, c'est jeune. C'est encore jeune. Par contre, je pense qu'on est un peu obligé de dire quand même que la sécurité sociale, elle n'est pas à son pic de forme. On va essayer de voir ça au cours de la soirée, et essayer de comprendre ça. Je pense même qu'on peut dire que notre chère Sécu, elle est un peu malade. Cette soirée, elle me tient à cœur parce que je pense que la première maladie ou le premier symptôme de la sécurité sociale, c'est peut-être de ne pas être suffisamment connu. Son système, son état d'esprit. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir peut-être dans notre entourage. En tout cas, moi, je le vois tout le temps, notamment à l'hôpital. Quand je prononce le mot d'Ambroise Croizat à l'hôpital, il n'y a pas grand monde qui réagit. En tout cas, j'ai jamais vu un soignant ou un infirmier, un médecin avec son portrait tatoué sur l'épaule, ou alors avec la devise cotiser selon ses moyens et recevoir en fonction de ses besoins. J'ai jamais vu ça écrit sur les murs de l'hôpital. Bref. Mais bon, c'est important parce que c'est peut-être un peu comme, si je peux me permettre une analogie, c'est un peu comme l'écologie. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas sauver la planète si on ne s'émerveille pas devant la nature, c'est ce que je pense. Ben, je pense qu'on ne pourra pas défendre la Sécu si on ne la connaît pas. Et mieux, je pense que si on la connaît, on aura envie de la défendre. Merci. À mon avis. Donc j'espère qu'à la fin, vous aurez envie de défendre la Sécu. Alors on est parti pour une soirée un petit peu dense quand même. Du côté pratico-pratique, Claire Compin va commencer sur un historique de la Sécu et de quelques attaques nombreuses qu'elle a reçues. Ensuite, Adrien Clouet va nous parler du côté un peu plus politique et de la situation actuelle. Et puis après, il y aura des questions, même après chaque présentation, si vous le désirez, auxquelles Mathias Tavel pourra répondre également. Voilà, je pense que le cadre est posé. Ça vous va? On commence. Je donne donc la parole à Claire Compin. Pour commencer, je vais évoquer devant vous une réunion à laquelle j'ai assisté où il y avait une syndicaliste américaine qui s'appelait Nancy Woolworth et qui avait eu ce cri du cœur. Elle nous avait dit: frères et sœurs, protégez votre système de santé, votre protection des risques de santé, car pour nous, Américains, vous êtes notre boussole, notre objectif, bénéficier de votre système. Nancy a raison, elle qui vit dans un pays où les 26 millions de personnes n'ont pas de couverture santé. La question, en fait, au travers de la sécurité sociale, la question est de savoir dans quelle société nous voulons vivre. Une société où toute la population, quels que soient ses revenus, peut bénéficier des progrès de la science
pour vivre plus longtemps en bonne santé, ou une société qui, pour multiplier par, je ne sais d'ailleurs pas combien, le budget de l'armée pour préparer la guerre, s'en prend à notre protection sociale. Une donnée qui est essentielle, le budget de la sécurité sociale aujourd'hui s'élève à 643 milliards d'euros, c'est-à-dire plus d'une fois et demie le budget de l'État. Et au travers de ce chiffre, vous comprenez les convoitises qu'il suscite de la part du patronat qui a une obsession, c'est baisser le coût du travail, et de la part de l'État qui a une autre obsession, mais c'est la même, c'est récupérer le budget pour l'offrir le plus vite possible à la privatisation. Et en ce 40e anniversaire de la sécurité sociale, malheureusement, il est marqué par une accélération visant à la liquidation de cet acquis majeur. D'ailleurs, l'ex-premier ministre, je ne sais plus trop où on en est alors, n'a-t-il pas envoyé une lettre la veille de la grève du 2 octobre aux organisations syndicales pour les informer de son intention de mettre en route une réforme d'ampleur du financement de la sécurité sociale. Donc, dans un premier temps, moi, je vous propose d'analyser les ordonnances du 4 et 19 octobre 1945, qui sont les textes fondateurs de la sécurité sociale, d'en dégager les principes essentiels, mais aussi les attaques essentielles dont elle a été l'objet. Et je laisserai à mes amis députés le soin de vous parler de la situation d'aujourd'hui et des propositions qui s'imposent pour sauver cette conquête majeure. Déjà, il faut resituer 1945, on est au sortir de la guerre, le pays est exsangue, on se nourrit avec des cartes de rationnement, les infrastructures du pays sont pour partie détruites. Ici à Saint-Nazaire, je crois qu'on est bien... On sait ce que ça veut dire. Les trains ramènent au pays des dizaines de milliers de prisonniers en mauvaise santé, et je ne parle pas des rescapés des camps de concentration. Bref, la situation du pays est absolument catastrophique. Et les rapports de force sont complètement modifiés par rapport à ce qu'ils étaient avant la guerre. Oui, la classe ouvrière et ses représentants, à savoir essentiellement la CGT et le PC, étaient dans un rapport de force très favorable. La classe ouvrière apparaît, c'est les résistants. Il y a un texte, je l'ai là si ça intéresse quelques-uns d'entre vous, il y a un texte dans les mémoires du général de Gaulle qui explique très bien ça dans un style absolument inimitable, où il explique qu'en fait les résistants, la classe ouvrière c'était les résistants, c'était les insurgés, et il les compare à un moment au communard de 1871. Et il dit, parce que lui il était le chef d'un gouvernement d'union nationale, et il dit, on a failli tout perdre, et donc il fallait qu'on lâche des réformes qui vous paraissent, il parle à d'autres, qui vous paraissent très très importantes, mais c'était ça où on perdait tout. Voilà, telle était la situation. Et donc, alors j'ajoute que le patronat rasait plutôt les murs, parce qu'il y en avait quand même beaucoup d'entre eux qui avaient pataugé dans la collaboration. En 1943, le général de Gaulle donc rassemble les différentes forces de la résistance dans le Comité national de la résistance, le CNR, dont le programme Les Jours heureux de mars 1944 prévoit entre autres, et là je vous cite, un plan complet de sécurité sociale pour tous les citoyens, avec gestion par les représentants des assurés et de l'État. En fait, ce projet propose un régime universel tripartite, représentant des assurés, du patronat et de l'État. Mais ce n'est pas vraiment ce qui va être repris par les ordonnances de 1945. Ce qui va servir de brouillon aux ordonnances, c'est le programme que la CGT a élaboré, CGT qui a été réunifié en 1943. Et ce programme va être défendu par son secrétaire confédéral en charge de la protection sociale, il s'appelait Georges Bisson, et qui était l'un des 5 représentants de la CGT au sein du premier gouvernement au sortir de la guerre, qui était l'Assemblée consultative provisoire. La sécurité sociale, elle a fait l'objet de 2 ordonnances, celle du 4 octobre et celle du 19 octobre. Celle du 4 octobre, elle porte sur l'organisation du système, quand celle du 19 octobre, elle porte, elle, sur les prestations et sur les bénéficiaires. L'article 1er
de l'ordonnance du 4 octobre 1945 dit la chose suivante. Il est institué une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent. Et cette ordonnance s'articule sur deux principes essentiels, la caisse unique et la cotisation unique. La caisse unique, ça veut dire une chose qui était essentielle quand même, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'implantation géographique, les droits sont les mêmes dans le domaine de la santé, dans le domaine de la retraite, de la famille et des accidents du travail. La caisse unique, pardon, par circonscription, t'es sûr ça, elle va se substituer à 727, il existait 727 caisses auparavant. Il y avait des caisses patronales, des caisses mutualistes, quelques caisses syndicales, bref, il y avait tous les modèles en magasin, si je puis dire. Et là, avec la caisse unique, c'est l'unité, et l'égalité de droit contre les inégalités précédentes. Dans les faits, l'organisme essentiel, c'est la caisse primaire, une par département avec des centres de paiement au plus près des bassins d'emploi. C'est ça, la caisse unique. Elle est gérée par un conseil d'administration comprenant 3/4 de représentants des salariés, 1/4 de représentants des employeurs. La CGT voulait, elle, que ça soit 100% représentants des salariés, mais elle n'a pas pu passer ce point-là. Alors le patronat est vent debout contre l'intégration des accidents du travail, parce que c'est lui qui les gérait depuis 1898, ainsi que les allocations familiales, parce que c'est pareil, c'est lui qui les gérait depuis les années 30. Mais il n'y a pas que lui qui est vent debout, la mutualité qui gérait 176 caisses auparavant est également vent debout. Le patronat en plus dénonce la représentation qu'il considère comme extravagante des représentants des salariés dans les conseils. Les ordonnances de 67, alors d'une part, vont imposer la parité, c'est-à-dire de 3/4, on va passer à la moitié de représentants des salariés, la moitié des représentants des employeurs. Et par ailleurs, les ordonnances de 67 vont remettre en cause cette caisse unique, et ils vont créer 3 branches, maladie, vieillesse, famille, plus l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOSS, qui a pour mission de recouvrer les cotisations. Le deuxième principe essentiel de l'ordonnance de 45, c'est la cotisation unique, c'est-à-dire c'est le fondement du salaire différé, salaire socialisé, je vous laisse, peu importe. Et c'est très important, ça c'est l'essentiel, la cotisation. Depuis 1945, le patronat vous explique que les cotisations, c'est une charge. Bon, pas du tout, c'est du salaire. C'est-à-dire qu'en 1945, la classe ouvrière et ses représentants de la CGT, au lieu de demander des augmentations de salaire, ils ont décidé qu'il y avait une partie du salaire qui serait mise dans un pot commun pour justement couvrir les risques de toute nature. Donc c'est bien du salaire. Et la preuve que c'est du salaire, c'est que cotisations salariales et cotisations patronales ne font qu'un dans les livres de compte du patronat. Les prétendues charges salariales sont inscrites au compte 64, charges de personnel, au même titre que le salaire lui-même. Donc c'est du salaire. Et donc c'est à nous. Voilà. La Sécu, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner. On s'est battu pour la gagner. Baisser les cotisations, c'est baisser le salaire. Quand le Rassemblement national, je me souviens, il y a 1 an, aux législatives, proposait, pour augmenter le salaire net, de supprimer les cotisations. Et moi, je vous pose une question, c'est comment on paye l'hôpital? Comment on paye... Si, moi j'ai leur réponse à eux. C'est revenir à l'individualisme. C'est revenir à l'assurance individuelle
hein, dont le montant, enfin, si je puis dire, en fonction des ressources de chacun. Hein, alors que là, la Sécu, c'est quelles que soient les ressources de chacun, on a les mêmes droits. Et c'est ça qui est essentiel. Donc l'ensemble des cotisations collectées abondent au jour le jour les caisses pour leur permettre de servir les prestations aux bénéficiaires, échappant ainsi au circuit financier et donc au profit. Oui, la sécurité sociale, c'est la seule création de richesse sans capital, la seule qui ne va pas dans les poches des actionnaires, mais qui est directement investie pour le bien-être des citoyens. Par ailleurs, la cotisation sociale, c'est la seule méthode de financement qui ouvre des droits, d'une part, et qui assure l'indépendance du système. C'est ce que voulaient les fondateurs de la sécurité sociale, c'est mettre la sécurité sociale à l'abri des appétits des gouvernants ainsi que de la finance. C'est ça qu'on veut remettre en cause aujourd'hui. Donc, les cotisations, c'est la solidarité. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Les bien portants cotisent pour les malades. Et le montant des cotisations doit évoluer en fonction des besoins de la population et des besoins de santé. Alors qu'aujourd'hui, les prestations évoluent en fonction de considérations politiques et financières qui n'ont pas grand-chose à voir avec le bien-être de la population. Excusez-moi. L'ordonnance du 19 octobre 1945, elle porte sur les prestations et les bénéficiaires. Les médicaments, on est au sortir de la guerre, hein. Les médicaments, les consultations sont remboursées à 80%. La CGT militait pour que ça soit 100%, mais bon, ce qui a été retenu, c'est 80%. Les indemnités journalières sont égales à la moitié du salaire de référence et passent à 2/3 du salaire dès lors, à partir du 31e jour d'arrêt de travail. Ça, c'est dès 45. Mes chers camarades, alors que le pays est exsangue, les indemnités journalières sont un droit, en 45, en 2025, en Loire-Atlantique et en Vendée, ce droit est remis en cause et les assurés en accident du travail ou mi-temps thérapeutique ne sont plus payés depuis 1 an du fait d'un logiciel arpège qui a été construit pour payer des forfaits et non des droits. C'est un véritable scandale. Un camarade de la CGT qui pourra donner des informations très récentes dans la salle. L'ordonnance prévoit, de 45, elle prévoit la prise en charge de la longue maladie qui permet d'être indemnisé pendant 3 ans et d'être, si on est reconnu en affection de longue durée, tout ça, de 45, d'être exonéré du ticket modérateur. Vous savez, c'est ce qui reste à la charge de l'assuré. Et qui détermine si l'assuré peut être mis en invalidité, pris en charge à 100%, reconnu en accident du travail, mis en retraite au titre de l'inaptitude au travail? L'ordonnance prévoit la création d'un service de contrôle médical indépendant, composé de médecins et de secrétaires médicaux, afin de séparer les ordonnateurs, c'est-à-dire les médecins, de manière à ce qu'eux, ils ne prennent leurs décisions qu'en fonction de l'état de santé du malade. On les sépare du payeur, qui est la caisse primaire. Je vous dis ça parce que la loi de financement de sécurité sociale 2025 prévoyait la suppression du contrôle médical, du service du contrôle médical. Le Conseil constitutionnel a censuré l'article qui supprimait. Eh bien, M. Bayrou n'en a que faire du Conseil constitutionnel, puisque par un décret du 30 juin 2025, il a décidé la suppression du contrôle médical. C'est extrêmement grave, parce que les médecins vont se trouver subordonnés aux directeurs des caisses primaires qui sont eux-mêmes subordonnés à la Caisse nationale qui est elle-même subordonnée au ministère. Comme on va le voir. Donc c'est très très grave. Ça remet en cause l'indépendance des médecins, leur impartialité, leur déontologie et le secret médical. En matière de retraite, l'ordonnance, et ça c'est quand même essentiel, supprime la capitalisation, la retraite des morts qui existait depuis 1910. La retraite
va être calculée selon le nombre d'années d'activité et les salaires perçus. Et en plus, l'ordonnance prévoit que certains nombres de périodes, maladies, le service militaire, les accidents du travail, vont être assimilés à des périodes d'assurance et vont donc être pris en compte pour le calcul de la retraite. Alors, comme je vous le disais, ce sont des ordonnances, donc elles n'ont pas donné lieu à un vote. Par contre, et donc elle a donné lieu à d'âpres discussions dans des commissions préparatoires, en particulier de la part de la CFTC, du patronat, du MRP, mais aussi de la mutualité. Tous ces gens-là y étaient tout à fait opposés et n'ont pas cessé de combattre ce texte. Le seul texte qui a donné lieu à un vote, c'est ce qu'on appelle l'avis 507, qui a été adopté le 31 juillet 1945 et qui a été présenté justement par le représentant de la CGT. Et cet avis, c'est le véritable brouillon des ordonnances de 1945. Hein. Et cet avis, figurez-vous, il a été voté par 194 voix sur 195. Il n'y a qu'un seul député de droite qui ne l'a pas voté. Mais il y a eu 88 abstentions. La mutualité, la CFTC, le MRP, etc. D'ailleurs, les mêmes qui... ce sont toujours les mêmes qui vont se dresser contre la sécurité sociale. C'est très intéressant de voir qu'il n'y a eu qu'un seul contre. C'est-à-dire que ceux que je viens de citer, qui étaient très opposés aux ordonnances, n'ont pas osé. Et ça, c'est la question du rapport de force qu'il y avait à ce moment-là. Ils n'ont pas osé voter contre ces ordonnances. Alors, les mêmes qui étaient hostiles aux ordonnances, ils vont être très hostiles, ils ne vont rien faire, ils vont freiner des cas de fer pour la mise en place de la sécurité sociale. Et là, heureusement qu'il y avait un ministre du Travail qui s'appelait Ambroise Croizat et des militants CGT. Alors, vous avez peut-être vu ce film qui s'appelle La Sociale, que certains d'entre vous ont dû voir, où il y a ce passage formidable où on voit ce vieux militant CGT qui se décarcasse pour construire, pour pouvoir ouvrir les caisses primaires dans les meilleurs délais. J'arrive pas à prononcer son nom, mais il est formidable. Et ils étaient même obligés de construire les étagères pour mettre les dossiers parce que rien n'était prévu et que tout le monde leur a mis des bâtons dans les roues pour essayer de faire obstacle à cela. Et justement, je reviens un petit peu sur la mutualité parce que c'est très important. Donc, je vous ai expliqué pourquoi elle était vent debout. Et aux élections de 1947, elle n'a eu que 10% des voix au conseil d'administration, alors que la CGT en avait 56,4%. Et donc, elle va changer de stratégie et elle va essayer de rentrer dans le système de santé. Et dans un premier temps, elle va prendre en charge la prévoyance et l'action sociale. Et puis, elle va prendre en charge, je vais revenir sur cette question-là tout à l'heure, elle va prendre en charge la délégation de gestion de l'assurance maladie pour les fonctionnaires. C'est la MGEN, la MGPTT, toutes ces choses-là. Hein. Mais c'est des délégations de l'assurance maladie. Hein. Et elle va assurer, au fur et à mesure que l'État oblige la sécurité sociale à rembourser de moins en moins, évidemment, la couverture mutualiste va prendre de plus en plus. Bon. Mais vous remarquerez qu'elle ne proteste jamais. Bon, pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle va répercuter le montant sur sur la population, sur les cotisations. Hein. Ce qui, quand même, quand on y réfléchit, est quand même une drôle d'entorse à l'article 1 que je vous lisais tout à l'heure, parce que ça va obliger les assurés sociaux à avoir non seulement à payer leurs cotisations, mais en plus à payer une cotisation pour la mutuelle. Aussi, quand j'entends l'autre jour Madame Vautrin vous expliquer qu'il faudrait arrêter que les gens croient que c'est gratuit. Ah ben non, nous on ne croit pas que c'est gratuit, parce que les seuls pour qui c'est gratuit, c'est plutôt le patronat qui ne paye pas ses cotisations. Mais pour nous, non, c'est pas gratuit. Alors, en 1946, il y a eu une loi de généralisation de la sécurité sociale, mais en fait, que ce soit les exploitants agricoles, les travailleurs indépendants ou les artisans, bon, ils n'en voulaient pas de la sécurité sociale. Et donc, la généralisation, elle a été extrêmement progressive. Elle n'a existé vraiment qu'en 1978. Mais dans cette loi de généralisation, j'en dis un mot parce que quelquefois, ce n'est pas bien compris, cette question-là. Il y a un article 39 dans la loi de généralisation qui concerne le maintien des régimes spéciaux. En deux mots, pourquoi ils ont fait ça? Ils ont dit, le raisonnement des fondateurs, c'était le suivant, c'était de dire, si la législation de ces régimes spéciaux qui existaient avant à la sécurité sociale,
si leurs prestations sont inférieures ou égales à ce que propose la sécurité sociale, on les intègre dans la sécurité sociale. C'est ce qui est le cas, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est ce qui est le cas pour les fonctionnaires du point de vue de l'assurance maladie, parce qu'ils n'avaient pas les affections de longue durée et ils n'avaient pas non plus la notion de maintien des indemnités journalières pendant 3 ans. Par contre, lorsque leur législation est supérieure à ce que la sécurité sociale de 45 est capable de servir, alors on les maintient. Parce que, disaient les fondateurs, il n'y a aucune raison de leur retirer des acquis. Et l'objectif des fondateurs, c'était de parvenir à un niveau de prestation comme ceux des fonctionnaires dans l'assurance vieillette. Alors, voilà, rapidement, dresser ce qu'est la sécurité sociale de 45, indépendante, financée par des cotisations, ouvrant des droits et gérée par les assurés. Toutes les attaques contre la sécurité sociale depuis 1945, et particulièrement depuis 1967, n'ont qu'un seul objectif, s'en prendre à l'indépendance du système et faire rentrer l'État dans la gestion de la sécurité sociale pour récupérer ce budget, avec l'aide du patronat qui, lui, veut baisser le coût du travail. Je vous rappelle à ce propos-là ce que disait Ambroise Croizat en 1946 à un congrès du CGT, faire appel au budget des contribuables pour la financer, la Sécu, pour la financer, serait subordonner l'efficacité de la politique sociale à des considérations purement financières, ce que nous refusons. Et c'est le gouvernement de Michel Rocard, dit de gauche, qui, en 1991, satisfait à la demande des patrons d'introduire l'impôt dans le financement de la sécurité sociale, au nom, vous savez, de ce principe que le patronat nous ressasse du matin au soir, le financement de la Sécu ne peut pas reposer uniquement sur le travail. Malgré l'opposition acharnée de FO et de la CGT, en 1991 a été créée la CSG de 1,1% en 1991. Elle est aujourd'hui de 9,2% pour les salariés. Il est important de rappeler que la CSG est payée à 83% par les salariés chômeurs, malades et retraités, et à 6% par le capital, ce qui montre bien qu'en fait, il y a un transfert de financement du patronat vers les salariés. On nous dit que le financement par les cotisations est un obstacle à l'emploi et à l'augmentation des salaires. Aujourd'hui, la structure de financement, en 92, c'était 100% cotisation. Aujourd'hui, c'est 48% de cotisation, 52% l'impôt, taxes ou CSG, enfin tout ça. Est-ce que, à votre avis, est-ce que ça a servi l'embauche et est-ce que ça a permis l'augmentation des salaires? Ça se saurait. Non, ça a augmenté les profits. Et la CSG, c'est la première étape de la fiscalisation de la sécurité sociale. En plus, c'est un impôt qui est dédié normalement à la maladie. D'abord, il est de moins en moins dédié parce que maintenant, il sert pour l'assurance chômage et il sert pour la formation professionnelle. Et en plus, un impôt dédié. Alors moi, je ne suis pas juriste, mais on m'a dit que c'était une aberration du point de vue du droit. En 1995, le plan Juppé va s'appuyer sur le traité de Maastricht pour étatiser la gouvernance de la sécurité sociale et remettre en cause son indépendance et la soumettre aux choix politiques et budgétaires des gouvernements. Pourquoi je vous dis ça? Il y a un postulat dans le traité de Maastricht de 92 qui dit la chose suivante: toutes les dépenses sociales sont des dépenses publiques, quel que soit leur mode de financement. Or, nous, en 92, c'est uniquement du financement privé puisque c'est des cotisations. Et j'en veux pour preuve que le personnel de sécurité sociale, c'est du personnel de droit privé qui a une convention collective. Donc, c'est bien privé. Mais ce traité de Maastricht, eh ben, il va, en tout cas, Juppé, aidé par la CFDT d'ailleurs, va s'appuyer dessus pour en fait,
changer, modifier le financement de la sécurité sociale, vraiment. Surtout la gouvernance de la sécurité sociale, c'est les lois de financement de sécurité sociale et la définition d'un objectif national de dépenses d'assurance maladie à ne pas dépasser, qui va être décliné, donner lieu à des dotations budgétaires pour les hôpitaux, pour ça. Bon, ce qui est en fonction des objectifs et des priorités gouvernementales. En fait, on est en train, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, ça. Et en fait, il faut savoir que tous les systèmes financés, en tout ou partie par l'État, par les impôts, ce qui était un droit quand c'est financé par une cotisation, c'est un droit. Quand c'est l'impôt, ça devient un poste du budget de l'État qui est soumis aux aléas de la situation économique et aux priorités changeantes des gouvernements. Donc, depuis les ordonnances Juppé de 1996, la gestion des caisses, elle est passée sous contrôle de l'État. Il n'y a plus de conseil d'administration, c'est des conseils, et les décisions des conseils sont consultatives. Voilà, moi je vais laisser Adrien prendre la main, et Mathias. Oh, c'est Adrien. Voilà. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup les camarades, merci pour l'organisation, merci pour votre présence, merci Mathias également pour l'invitation. Ça me fait très plaisir, parce que figurez-vous que Mathias, ça fait 16 ans qu'on se connaît, cette année, ça rajeunit pas, soit 10 000 fois plus que le cornu Premier ministre, c'est vous donner un rapport dans le temps long. Alors, l'objet de la rencontre, tu l'as dit, c'est une date particulière, c'est-à-dire un anniversaire, celui des 80 ans des premières ordonnances instituant en France une sécurité sociale. Ordonnances par lesquelles la France, à l'époque, rattrape un retard qu'elle a, y compris sur d'autres pays industriels voisins. Et elle rattrape ce retard d'une manière qui est originale et qui est, disons-le, à l'époque, une manière révolutionnaire. Absolument. Ce que font pas les autres, forcément. Comme quoi, ils auraient dû nous suivre. Donc, on le fait de manière révolutionnaire avec un principe simple. C'est qu'on estime qu'il y a des risques sociaux dans ce pays qui sont universels. Oui, tout le monde a des risques. Le grand âge crée des risques. Le chômage, plus tard, pas en 45, le chômage créera des risques. Les accidents du travail créent des risques. La maladie est un risque, etc., etc. Et que ces risques ne sont pas individuels. C'est pas juste parce qu'on se lave bien les mains, qu'on met un pull, qu'on n'est jamais malade. Et donc, si le risque n'est pas individuel, ça veut dire qu'il faut le prendre en charge, collectivement. Parce que si vous ne le faites pas, non seulement la personne tombera malade, mais elle va en contaminer d'autres derrière. Et donc, partant de ce constat qui peut sembler trivial, il y a des risques qui sont imprévisibles, qu'on ne peut pas empêcher. Il faut donc les résorber, les prendre en charge lorsqu'ils arrivent. Se crée une sécurité sociale qui décide, grâce aux forces que tu évoquais tout à l'heure, qui décide grâce à la gauche, notamment la gauche sérieuse de l'époque. Non mais je dis ça tranquille, quoi. J'ai pas donné de nom. Donc, non mais transposez pas à la période actuelle, sinon vous allez déprimer. Mais grâce à une gauche un peu solide sur ses appuis, la sécurité sociale se fonde sur l'idée qu'on va récupérer une partie des profits, de la valeur ajoutée, de la plus-value des entreprises, et que, oui, dans la valeur produite par les entreprises, une petite partie va être utilisée pour couvrir ces risques sociaux. Parce que c'est d'intérêt général. Et cet intérêt général doit se fonder sur l'accumulation capitaliste. Parce que celle-ci étant souvent problématique, autant qu'elle finance l'intérêt général, comme faire se peut selon le rapport de force de l'époque. Alors, tu l'as dit, il y a un contexte, il y a 80 ans, effectivement, une partie du patronat, partout en France, avait pris des cours d'allemand accélérés, qui n'ont pas forcément profité à cette époque. Mais ça permet, dans ce moment de rapport de force, d'instituer cette sécurité sociale, qui, jusqu'à aujourd'hui, nous arrive et représente, il faut quand même bien l'avoir en tête, le premier budget de la nation en France. On est à plus de 650 milliards d'euros, 10 000 chacun. Chacun d'entre vous, chacune, pèse 10 000 euros dans la sécu, c'est vous dire. Bon. On est à 650 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de la sécurité sociale tous les ans. C'est gigantesque. C'est pas assez, on pourra en discuter, mais c'est gigantesque. Et vous comprenez évidemment mieux pourquoi une partie des forces réactionnaires et de l'argent veulent mettre la main dessus. C'est le plus gros budget. Donc évidemment qu'ils ont envie de créer des assurances privées, qu'ils ont envie de décollectiviser les risques, etc., pour que les gens puissent se faire du fric avec. C'est ça l'idée. Mais ces 650 milliards ont été retirés au capital et sont utilisés pour la prévention, pour la résorption de différents risques sociaux. Ces risques, aujourd'hui, dans la sécurité sociale, ils sont au nombre de 4. Ce sont les risques accidents du travail et maladies professionnelles, qu'on connaît bien ici.
dans une ville industrielle, évidemment comme Saint-Nazaire. Ce sont les risques famille, c'est-à-dire le fait d'avoir un enfant, qui n'est pas forcément un risque, hein. Je sais bien que c'est une joie, il y a quelques-uns qui font signe quand même que c'est un risque, mais je sais que c'est aussi une joie, mais évidemment que ça implique des charges de famille, qui en tant que telles viennent contraindre le budget. Lorsque le salaire ne bouge pas, mais qu'on a 1 ou 2 enfants, ben évidemment qu'à la fin du mois, il reste moins d'argent pour pouvoir anticiper les rendez-vous médicaux, les loisirs, le sport, etc., etc. Il y a le risque âge, le risque vieillesse, en fait, les retraites. Le fait qu'à un moment donné dans l'existence, eh bien, on cesse une activité professionnelle et que donc on doit avoir un revenu de substitution. Et enfin, je termine avec la question de la santé, bien sûr, l'assurance maladie qui vient, elle, prendre en charge ce risque. Alors, ces différents éléments, on pourrait très vite passer dessus en se disant c'est une question comptable, il suffit de prendre de l'argent, d'indemniser, et puis ça sert juste à maintenir le revenu des gens. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est le caractère politique de tout cela. La sécurité sociale n'est pas qu'un revenu de remplacement lorsqu'on manque d'argent. La sécurité sociale est un rapport de pouvoir entre des assurés et ceux qui payent. Pourquoi je dis rapport de pouvoir? Parce que ces différents éléments-là que j'évoque sont aussi fondamentaux dans l'autonomie de la personne. Le fait d'être pris en charge lorsqu'on est malade, ça signifie quoi? Ça signifie que ce n'est pas votre patron qui décide si on vous soigne et comment. C'était le cas avant, hein, à une période. Il y avait des fonds patronaux, vous vous cassiez le bras, le patron disait bon bah remets-le vite au travail sur le poste, que ce soit bien réparé ou pas. Tu as 2 semaines. Donc c'est l'indépendance par rapport au patronat sur les besoins de la personne. C'est aussi l'indépendance par rapport à la charité. Non, il n'y a plus besoin d'aller faire la quête ou obtenir de la dame patronesse qu'elle accepte de vous indemniser. Comme c'est le cas encore chez Zola, pour prendre des exemples assez connus de la littérature française. Quand vous allez à la pharmacie prendre vos médicaments, le pharmacien, la pharmacienne ne va pas vous dire « Non, toi, non, ça ne me dit pas. Je n'aime pas comment tu votes, je n'aime pas ta tête, je n'aime pas tes vêtements. » Bon, ça n'existe pas. C'était pourtant le régime de la charité précédente. C'est-à-dire celui qui donnait décidait à qui il donnait, à qui elle donnait. Et c'est aussi l'indépendance par rapport à la famille. Bien sûr, au bénéfice des gens qui sont isolés. Mais enfin, pendant des centaines d'années, la personne malade ou indigente reposait sur ses proches, notamment le travail des femmes non rémunéré, qui leur permettait de survivre. Et lorsque vous étiez seul, vous finissiez dans un mouroir. Voilà, la sécurité sociale, elle arrache l'individu à ces 3 types de contrôle social, à ces 3 types de suggestions qui pouvaient peser sur elle ou sur lui. Et en cela, c'est une œuvre de liberté en plus que d'être une œuvre de partage des richesses. Et finalement, cette sécurité sociale, c'est aussi quelque chose de très symbolique. C'est l'idée selon laquelle, puisqu'elle est financée par des cotisations sociales, pas totalement, à moitié aujourd'hui, un peu moins de la moitié. Qu'est-ce que ça signifie cette idée-là? Ça veut dire que dès qu'il y a une grève dans une boîte à côté de chez vous, et que les salaires montent, il y a plus d'argent dans la sécu. Et que donc toutes et tous d'entre vous, vous avez intérêt, pour vos retraites et pour vos remboursements, à financer les caisses de grève. Parce que ça vous sera rentable après. Donc, toute grève, tout mouvement social, toute hausse de salaire est utile au plus grand nombre grâce à la sécurité sociale. Vous avez intérêt à la lutte sociale. Ça, c'est quand même incroyable. C'est quand même une invention qui est extraordinaire de se dire les grèves vont nous rapporter de l'argent à la fin dans la sécurité sociale. Parce qu'on va partager les hausses de salaire systématiquement. Et donc, on a toutes et tous intérêt, qu'on soit salarié, qu'on ne le soit plus, qu'on ne le soit pas provisoirement, on a intérêt à tous les combats qui vont augmenter les salaires parce que ça rapportera des milliards d'euros dans la sécurité sociale. Donc, la sécurité sociale, c'est un rapport de pouvoir et c'est un rapport de liberté. Alors, on le sait, elle a été écrite, tu l'as expliqué, en 1945, et on assiste depuis quelques décennies à un renversement radical de la logique initiale de la sécurité sociale. Sa logique initiale avait le bénéfice de la simplicité. Il y avait des besoins qui étaient fixés, vieillesse, maladie, etc. Et on se demandait combien ça va coûter de répondre à ces besoins. Une fois qu'on avait répondu, on levait l'argent. La condition de cela, c'était que les assurés votaient pour leurs représentants. Et vous toutes et vous tous, comme assurés à la sécurité sociale, à l'époque, jusqu'en 67, c'était rétabli en 83, mais bon, mais jusqu'en 67, vous votiez pour des listes à la sécurité sociale. C'est-à-dire que vous disiez quelles sont vos priorités. Vous aviez une élection pour dire à quel âge on part à la retraite. Ça ferait du bien, peut-être aujourd'hui en France, d'avoir cette élection. Parce que même lorsqu'on va aux élections pour dire ce qu'on pense là-dessus, ils n'écoutent pas. Mais là, vous avez une élection spécifique pour dire ce que vous souhaitez en la matière. Vous aviez cette élection spécifique. Et donc, lorsque les besoins allaient croissant, augmenter, ce qui est le cas de toute société saine, parce que le seul moment où les besoins décroissent, c'est quand les gens disparaissent, hein, grosso modo. Donc, il n'y a pas de raison
que les besoins aillent en diminuant. Mais dès lors que les besoins augmentaient, on augmentait les cotisations. Légèrement, plus 0,1 point, plus 0,2 points, des choses très tranquilles. Mais on faisait une collectivisation, tout sourire autour d'un conseil d'administration, très tranquillement. Voilà, une voie pacifique au socialisme, pour le dire comme ça. Mais il y avait une manière d'organiser ce rapport de force, et très tranquillement, par des votes, de reprendre une petite partie des nouvelles richesses produites tous les ans, parce qu'on estimait qu'il y avait des besoins dans ce pays. Depuis désormais quelques décennies, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, c'est même la logique rigoureusement inverse. Maintenant, on nous demande de voter la taille du chèque, et après on se dit comment on fait rentrer les besoins dedans. Ce qui est une modalité tout à fait absurde d'organiser la vie sociale. Imaginez ça chez vous. Je ne sais pas, vous allez le soir, vous faites à manger pour tout le monde, vous dites, bon, bah, finalement, on va pas partir de la faim des gens, on va partir de ce que je trouve en premier. Bon, alors n'essayez pas parce qu'en général, ça pose des problèmes familiaux. Mais vous avez des logiques inversées. C'est-à-dire la capacité immédiate prime sur le besoin. La sécurité sociale, c'est l'inverse. C'est le besoin doit primer sur la capacité de financement. Et pour cela, il faut le décider collectivement et lever l'argent là où il est. Alors je vais revenir dessus, vous inquiétez pas, on pourrait durer très longtemps là-dessus. Mais ne croyez pas les discours des libéraux. Alors, que ces gens soient incompétents, que ces gens ne connaissent pas leur histoire, que ces gens soient malveillants, qu'ils soient tout à la fois, Madame de Montchalin par exemple, eh bien, il faut bien avoir en tête que la sécurité sociale a toujours fonctionné en démarrant par le besoin. D'ailleurs, parfois ils vous disent « Regardez, c'est terrible, il y a un déficit cette année ». Alors rappelons que la sécurité sociale a connu un déficit en 1950, 51, 54, 55, 56. Sauf qu'à l'époque, il y avait déjà des Amélie de Montchalin. Les gens ne comprenaient rien, ils disaient « Regardez, il y a marqué moins en dessous, on ne comprend pas comment, il va falloir couper ». Bon voilà, il y en avait, hein, il a toujours existé. C'est une réalité anthropologique sur l'histoire longue, les Amélie de Montchalin. Mais... oui, bah écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, il faut reconnaître. Il y a des problèmes dans l'humanité, bon ben voilà, on les résout, on s'organise nous et puis on fait sans elle, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Eh bien, à la fin de l'année, lorsqu'il y avait ce déficit, on disait, bon ben voilà, il manque 1 milliard, 2 milliards, ça représente quoi? Ça représente 0,05 points de cotisation, et bien on les augmente. Et un salarié au SMIC, il a 80 centimes, il a 1 euro de contribution patronale en plus, et du coup il n'y a plus de déficit l'année suivante. C'est comme ça qu'on a organisé la sécurité sociale pendant des années. Et voire même, elle empruntait à l'époque auprès de la Caisse des dépôts et consignations quand il y avait besoin. C'est-à-dire que la Sécu empruntait auprès de l'État et lui remboursait à un taux qui était négatif. Bon, bref, on y gagnait bien, mais peut-être que certains ont aussi connu les époques des taux négatifs qui profitaient également de la sécurité sociale, comme ça a pu profiter à des gens sur la question du logement. Mais donc, ce fonctionnement-là doit être la boussole politique. Comment on fait pour rétablir une société où le besoin est la question essentielle? De quoi on a besoin collectivement? Comment on donne les moyens d'y arriver? Donc, une des manières de faire, c'est évidemment de rompre avec ces logiques consistant à voter tous les ans un chèque. Alors, on appelle ça un objectif national de dépenses. Bon, ça veut dire on vote un chèque, ça doit rentrer dedans. L'avantage, c'est que à la fin, si ça déborde quand même. Ils sont obligés de payer, heureusement. Attendez, il faut faire gaffe, parce qu'il y a des gens à droite, ils aimeraient bien que, quand on n'a plus d'argent, 21 décembre, paf, on ferme les lits, quoi. Donc, non, dans les hôpitaux. Heureusement, on n'en est pas là. La sécurité sociale est la garantie que l'argent sort toujours, en réalité, même si, du coup, elle s'endette. Et pourquoi elle s'endette? Parce que tout remonte, tu l'as évoqué, tout remonte au moment d'Alain Juppé. Alors, ce genre de phrase, en général, finit mal. Ça remonte à Alain Juppé, ça finit mal. Mais non, c'est le moment où il est encore en France. Après, il s'en va, il revient. Bon, ouais, vous connaissez l'histoire. Non, mais on va pas être désagréable. Donc, on est en 96, et M. Juppé est le fondé de pouvoir du moment du capital, et décide de créer ce qu'on appelle un PLFSS. Alors, SS comme sécurité sociale. Projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est-à-dire, il décide que le Parlement va voter ces enveloppes-là. Avant, ce n'était pas le cas. Le Parlement va voter tous les ans une enveloppe pour essayer de faire rentrer les dépenses de différents régimes, retraite, maladie, etc., dans les fonds. Et c'est à partir de là vraiment que se durcit la logique qu'on connaît jusqu'à présent. Puisque le Parlement, se saisissant de ce sujet-là, dit il y aura tant de milliards, et lorsqu'il n'y a pas assez de milliards, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Dès lors que le Parlement refuse d'augmenter les taux de cotisation, puisqu'il a attrapé ce droit-là. Il baisse ses prestations. Eh bien, on baisse les prestations, il n'y a pas d'autre choix. Ou, s'il y a un autre choix, on s'endette. On s'endette. C'est-à-dire, on finit l'année en disant, mince, il manque 6 milliards, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous avez des esprits brillants, et puis vous avez aussi l'équipe d'Alain Juppé, qui discutent,
Et la droite, à l'époque, dit on va faire une solution simple, on va aller sur les marchés financiers. Et lorsque la sécurité sociale manque d'argent, elle va s'endetter sur les marchés financiers. Et on a qu'à créer une tirelire spéciale là-dessus, qui s'appelle la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que la Sécu va s'endetter tous les ans, va mettre ces dettes-là dans une caisse à part, qui va rembourser. Comment elle rembourse? En faisant payer un impôt, qu'on appelle la CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale, que vous avez sur les bulletins de paye, et que vous payez surtout, même sur votre allocation de rentrée scolaire, hein, vous payez la CRDS, partout, tout le monde. Tout le monde, taux unique, boum. Et donc, on a inventé un système incroyable. C'est-à-dire que, au lieu d'augmenter les cotisations patronales lorsqu'il y a des besoins, on vous facture à vous le cadeau fait à votre patron. Exceptionnel quand même. Après, c'est important que vous le sachiez. C'est-à-dire que si jamais un jour vous avez des scrupules, vous dites j'ai quand même payé pour mon patron, ça me fait plaisir. Non mais lui ça lui fait plaisir, donc dites-vous que... Non mais dites-vous au moins qu'il y a quelqu'un qui est gagnant, cette histoire. Bon, c'est votre employeur, dommage. Mais lui, il y gagne. C'est-à-dire que vous faites le chèque à sa place. Directement. Par le biais de ces dossiers-là. Et surtout, c'est pas juste que vous empruntez de l'argent, par exemple à la Caisse des dépôts, à l'État. Si vous empruntez de l'argent, c'est des marchés financiers. Ah oui. C'est-à-dire que donc vous passez par des banques qui prennent une commission et que vous versez des taux d'intérêt à des prêteurs, à des créanciers privés. Considérable. Et ce qui est bien, c'est qu'on a fait un rapport il y a 2 ans à l'Assemblée nationale pour calculer ça. J'étais avec Stéphanie Rist, macroniste, illustre. Non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'elle est macroniste. Et donc, on a fait un rapport et on a obtenu enfin les chiffres, on a calculé combien ça allait coûter en commission bancaire en intérêt. Leur connerie. 75 milliards d'euros, ça a coûté. D'intérêt. C'est-à-dire qu'on a fait sauter 7 ans de déficit de la sécurité sociale. 7 ans de déficit depuis 1996 sont intégralement et exclusivement liés à de l'argent rendu à des créanciers privés. Et alors, du coup, on se pose une question, parce que nous, on a la main sur les cœurs, on se dit, bon, peut-être que c'est des gens dans le besoin, les créanciers privés. Non, mais auquel cas, vous êtes de mauvais esprit tout de suite, mais il faut vérifier, on ne sait pas. Bon, si, on sait. Mais on a quand même vérifié. Et bien, figurez-vous que c'est plutôt, quand même, assez largement, à 100% des cas, les grandes fortunes, qui sont créanciers privés. Alors, il y a aussi des sociétés anonymes au Luxembourg, etc. Mais ce sont des grandes fortunes. Ce qui signifie une chose très simple. C'est que ces mêmes personnes-là, auxquelles on a baissé les impôts depuis fin années 80, donc de la baisse de l'impôt sur le revenu jusqu'à la suppression de l'ISF. Vous connaissez par cœur, ça fait 30 ans qu'on baisse l'impôt sur les ménages les plus aisés, c'est-à-dire les plus riches. Ces gens, on leur a rendu de l'argent. Du coup, ils ne savent pas quoi en faire avec ce qu'ils ont. Du coup, ils se disent, que vais-je faire de cet argent que l'État m'a rendu? Eh bien, ça tombe bien, on me demande de prêter de l'argent, dites donc. Donc, on leur a rendu du fric, ils nous le reprêtent à intérêt pour la sécurité sociale à laquelle ils ne contribuent plus. Donc, ils ont gagné au tirage au grattage, sur 35 ans. Voilà quel est le sous-bassement concret du rapport de force actuel et de la redistribution financière qui s'opère dans la sécurité sociale. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Le premier élément, c'est évidemment de reprendre le contrôle sur ce qui se passe. D'abord, en se réunissant comme aujourd'hui. Parce qu'on a besoin de comprendre la sécurité sociale. On ne peut jamais vraiment défendre quelque chose qu'on ne connaît pas bien, ce qui est normal. Et vous avez de la chance, nous on est payé pour étudier ça, donc je veux dire on a du temps. Parce que c'est galère. Avoir accès à des informations comme celles que je vous donne là, bon bah c'est des semaines de boulot, et on le fait, parce que c'est notre travail. Mais enfin, on est là pour le partager, ce savoir-là. Et parce qu'on a besoin de s'informer mutuellement pour s'organiser politiquement. Et puis, il faut se battre point par point sur tout ce qui arrive là. Vous avez sans doute suivi les différents projets du gouvernement en matière de sécurité sociale, notamment les franchises médicales. Voilà, qui veulent monter à 2 € par boîte de médicaments et à 8 € sur le transport sanitaire. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Alors vous avez Madame Vautrin, toujours pas compris comment marche la Sécu non plus. Après, c'est rassurant dans la vie. Si vous connaissez quelqu'un qui a des difficultés là-dessus, il peut toujours être ministre. Donc, non mais moi ça me donne du courage aussi de voir ces gens ministres. Parce que je me dis, bon, à la limite, tout le monde peut y arriver. Vraiment, il n'y a aucun obstacle dans la vie, quoi. Quand vous les entendez, vous vous dites, vous pouvez tous y arriver à tous vos rêves. Vraiment. Donc, Madame Vautrin nous explique, mais il y en a marre du tout gratuit. Mais Madame Vautrin, en fait, on paye des cotisations. C'est pas gratuit, en fait. On paye tous les mois. C'est même écrit sur un bulletin de salaire. Il y a marqué maladie. Il y a écrit à côté un chiffre. Voilà, ce chiffre, c'est pas une température corporelle. Enfin, c'est un montant de cotisation qu'on verse. Donc, on paye. L'enjeu des franchises, c'est de payer 2 fois. C'est de faire payer vos cotisations sur le salaire et la part patronale, et ensuite de revenir vous verser de l'argent. Quel est l'effet de ce type de politique? On les connaît par cœur. On voit partout dans les autres pays d'Europe ou aux États-Unis
ce que produisent les contributions individuelles à la santé, c'est-à-dire le fait d'exiger des gens qui payent quelque chose. Ça a des effets connus et reconnus par toutes les expertises en la matière. D'abord, on sait que ça conduit les gens à reporter des traitements. Parce que vous êtes sur la fin du mois, vous êtes au SMIC, vous êtes à 15 balles près, et 2,50 € de plus sur une boîte de médicaments, ça conduit à reporter d'une semaine le traitement. Ça conduit également à renoncer totalement à des traitements. Est-ce que vraiment ce traitement vaut 6,50 €? Lorsque c'est un traitement qui pourrait être jugé de confort par la personne, mais peut-être pas par son médecin. Ou alors, dernièrement, ça conduit également à de la substitution d'un traitement à un autre. En disant, tant qu'à avoir une franchise, si je prenais un médicament moins cher, qui est d'une classe de médicaments moins efficace. Donc dans tous les cas, la mise à contribution des usagers malades conduit systématiquement à aggraver les maladies. S'il y a bien un résultat qu'on connaît partout dans le monde, c'est celui-là. Faire payer les gens pour les soigner, c'est aggraver les maladies. Et aggraver la maladie, c'est pas individuel, c'est collectif. Ça veut dire que vous irez au boulot malade. Et que donc les gens dans l'atelier, dans le bureau seront aussi malades et qu'à la fin, ça coûtera plus cher. Voilà quel est le résultat de ces tordus lorsqu'ils s'y mettent à vouloir diriger la santé publique à la place des assurés qui devraient avoir leur mot à dire et être les seuls à l'avoir. Cette logique-là, on la retrouve sur l'aide médicale d'État, dont vous avez entendu aussi, qui voulait la remettre en cause cette fois-ci. En disant, mais c'est terrible, l'aide médicale d'État, vous imaginez, c'est 0,1% des dépenses maladie, comment on peut vivre avec ça? Enfin, l'aide médicale d'État, outre le devoir moral, moi je fais partie de ceux qui pensent que oui, quelqu'un qui a une hépatite doit être soigné plutôt que de mourir. Voilà. Non mais, on peut le débattre, hein, mais moi je le maintiens moralement. Mais outre ça, enfin, j'ai envie de dire aux sénateurs, pardon, vous êtes exactement la population cible en cas de tuberculose. Donc réfléchissez à votre propre sort, hein, parce que vous n'avez pas intérêt à ce que la personne qui vous conduit par exemple dans le véhicule ait une tuberculose non soignée. Parce qu'à votre âge, en général, vous y êtes. Donc merci de faire attention et de réfléchir à vos intérêts propres. Non mais je dis ça en souriant un peu, mais enfin, l'aide médicale d'État est une protection pour la population entière. Le fait qu'une personne qui a une maladie infectieuse soit prise en charge et soignée est évidemment d'intérêt public. Et c'est la suppression, la mise en cause et la stigmatisation de ces bénéficiaires-là qui conduit à la réapparition de poches de maladies infectieuses dans certains départements de France. Donc, on a besoin de se battre là-dessus et d'être au clair. Et surtout, de ne pas se laisser avoir par je ne sais pas quelle manœuvre dilatoire. Je pense par exemple à celles et ceux qui nous rabattent les oreilles depuis 15 jours sur la suspension de la réforme des retraites. Donc, j'ai toujours pas compris ce que ça veut dire de suspendre la réforme des retraites. Alors si, ça veut dire, déjà ceux, génération 63, vous partez à 62 ans et 9 mois. Donc déjà, les 9 mois, vous avez mangé dans la tête. Donc, c'est une manière d'accepter la réforme. Hein, parce que déjà, il y a 9 mois de manger. Et alors, on suspend, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, la génération 64, vous allez partir là en novembre, mais vous revenez en février, quoi. Une fois qu'on a arrêté de suspendre. Parce que si on arrête de suspendre, il vous manque 2 trimestres. Il va falloir revenir, les amis. Hein. Bon, tout cela est une pantalonnade absolue pour des gens qui veulent aller à la gamelle et qui ne comprennent pas techniquement comment marche des retraites. Ça n'a pas de sens de suspendre et rétablir. Enfin, on va pas revenir à des trimestres après avoir suspendu. On fait quoi? Ah t'es parti à 62, reviens à 64, quoi, parce qu'il te manque 2 ans. Bon, donc tout cela n'a rigoureusement aucun sens. Et s'il y a un mot d'ordre, c'est évidemment l'abrogation de la réforme des retraites. Un point, c'est tout et c'est pas négociable. Et pour établir ça, je le dis de manière peut-être paradoxale, mais enfin, en tant que parlementaires, nous sommes convaincus, les Insoumis, qu'il faut rétablir des élections à la sécurité sociale et que ce n'est pas aux parlementaires de voter le budget de la Sécu, c'est à vos représentants directement de le faire et de se rassembler et d'avoir des listes. Il y aura une liste de gens qui diront oui, il faut augmenter de 2 € la contribution santé pour que l'hôpital soit gratuit. Puis il y aura une liste en face qui dira non, nous on pense que les gens ils doivent payer 15 balles l'hôpital et tant pis s'ils n'y arrivent pas. J'ai peu de suspense sur savoir qui va gagner cette élection-là et donc ça m'arrange très bien qu'elle ait lieu. Donc il faut qu'on rétablisse du pouvoir dans ces organes-là. Parce que depuis le début, la sécurité sociale est aussi un lieu de pouvoir qui se construit en dehors de l'État. Pas forcément contre, mais en dehors de l'État, c'est une autre manière d'exprimer du pouvoir. Enfin, l'appareil d'État n'est pas l'alpha et l'oméga de tous les pouvoirs dans un pays. On peut inventer d'autres manières de faire du pouvoir. La sécurité sociale est une institution démocratique de pouvoir. En tout cas, elle est pensée comme ça, et moi, j'y tiens. Donc, il faut le décider. Parce que le décider, c'est aussi se donner un nouvel horizon en matière de besoins. Je prends un exemple. La semaine dernière, on faisait une réunion publique avec mes collègues députés Christophe Bex et Anne Stambach-Ternoir de Toulouse. On faisait une réunion publique dans un quartier de Toulouse. Bon, les minimes, s'il y en a qui connaissent Toulouse, je sais pas. Vous connaissez pas? Franchement, je ne sais pas pourquoi je suis venu, mais bon, bref. Arrêtez, c'est la première fois à Saint-Nazaire, donc je suis de mauvaise foi. Mais donc, on a fait une réunion publique sur la sécurité sociale sur les obsèques. Ce qu'on va proposer bientôt, on va le déposer. C'est quoi l'idée? C'est de partir d'un constat selon lequel il y a quand même un risque social assez universel. C'est celui du décès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'assurés qui y ont échappé depuis 45... non, mais dans les concernés. C'est-à-dire que
C'est un risque universel, le décès. On connaît. Bon, il y a un mec qui a dit une fois qu'il était revenu, mais enfin depuis, c'est pas été très courant. Donc, il y a un risque social universel. Peut-être même encore plus que maladie, vieillesse, etc. C'est un risque social universel qui aujourd'hui est mis en marché. Un marché financiarisé. Vous savez que les frais d'obsèques ou de funéraire, c'est entre 4 000 et 5 000 euros par tête lors d'un décès. Et donc, il y a deux solutions. Soit les ayants droit se voir raqueter parce qu'ils ont 48 heures. Alors on dit, faites des devis. Bah, bien sûr, on va faire 11 devis différents en 48 heures. On a que ça à faire. Non, mais comme si les gens, dans le moment, faisaient des devis sur un marché. Enfin, ça n'a pas de sens. Ou alors, on vous a fait faire un contrat de prévoyance obsèques ou une assurance funéraire qui vous a conduit à mettre un capital de côté sur lequel la banque ou l'assurance en question a pris 10% à la fin. Frais d'entrée, frais de sortie, frais de prime, frais de gestion. 10% du capital qui a disparu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça sur un risque social qui est indépassable? Non. Eh bien, on a fait le calcul. On travaille avec un collectif qui s'appelle la Sécurité sociale de la mort, avec lequel on bosse depuis longtemps. Eh bien, non, mais si vous mettez une cotisation de 0,3 points, c'est vraiment rien, c'est quelques euros au SMIC. De 0,3 points, vous prenez en charge jusqu'à un remboursement de 4 000 euros tous les frais d'obsèques et funéraires en France. Et vous vous débarrassez des 10% de frais financiers et vous retirez les super profits que font les trois acteurs du secteur qui tiennent plus de la moitié des obsèques et enterrements. Voilà, ça c'est un truc concret. C'est un problème social, général, de tout le monde, qu'on doit collectiviser. Parce que ça coûte moins cher et que c'est plus efficace pour tout le monde. Et que ça retire une forme de stress et d'angoisse tout au long de la vie à beaucoup. Voilà, ça c'est un exemple de comment la défense de la Sécu, c'est pas juste dire c'était bien, c'est bien, on la garde. C'est de dire, dès lors qu'il y a un problème collectif, qu'il y a un coût collectif, on peut l'y intégrer. Et cet exemple-là, que je donne en souriant, même si on en sourit toujours, parce que c'est une réalité anthropologique qui est compliquée, celle du décès. On n'a jamais envie d'en parler. Encore moins en politique. Donc c'est pas évident. Mais on voit que c'est un sujet qui permet de rentrer dans la question de la Sécu, de donner un exemple clair de en quoi la socialisation est d'intérêt public et général. Donc, on étend la Sécu, et puis évidemment, on met de l'argent dedans. Alors, on entend ceux qui nous disent il n'y a plus d'argent en France. Oui, bien sûr, il n'y a plus d'argent. Il y a 80 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales. Mais il n'y a plus d'argent. Alors, on est ravis d'apprendre qu'il n'y a plus d'argent avec cette histoire-là. Mais enfin, lorsqu'ils veulent nous mettre des franchises médicales, c'est dire que vous allez payer vous tous 2 euros à la place de votre patron qui est exonéré. Donc en fait, vous rendez une partie de votre salaire à votre patron. Donc en fait, c'est une taxe de votre patron. Ah oui, présenté comme ça, c'est moins intéressant hein, tout d'un coup. Donc, il va falloir récupérer une partie au moins de cet argent. C'est-à-dire mettre sous condition les exonérations. Pourquoi pas, dans certains cas? On peut y réfléchir. Quand une boîte est d'intérêt général, elle est dans une logique de planification industrielle, de reconquête de la souveraineté, d'intérêt, d'usage immédiat de ce qu'elle fait, ou avec des salaires supérieurs aux conventions dans le secteur. Pourquoi pas avoir des exonérations dans certains domaines? Mais pas comme ça, pas 80 milliards. Ça, clairement, on ira en récupérer une bonne partie. Et ça ne va pas sans augmenter la cotisation, bien sûr. Elle est gelée depuis 1994. Franchement, depuis 1994, on a augmenté de 70% le PIB du pays. On produit 70% de plus et on n'a pas augmenté le taux de cotisation. Enfin, quand vous avez 100 euros de plus qui arrivent, vous pouvez y consacrer 2 euros à la sécurité sociale. C'est une évidence. Donc, à chaque fois qu'il y a plus de richesse, il faut qu'une partie de cette richesse nouvelle aille dans la sécurité sociale pour correspondre à des besoins qui eux aussi sont nouveaux et qui font que la contribution salariée au progrès social revient aux salariés sous la forme de droits qu'ils ont eux-mêmes et elles-mêmes directement décidés et délibérés. Et puis, il faut également élargir la cotisation. Aujourd'hui, plein de revenus ne cotisent pas. Je passe sur les stocks options et les retraites chapeau. Bon, je ne suis pas sûr que ça concerne beaucoup de monde dans la salle. C'est jamais. Non mais bienvenue. S'il y a quelqu'un qui est de retraite chapeau et qui est venu ce soir, on le félicite, on la félicite, mais vraiment, ne le dites pas, vous m'enverrez un message après. Mais c'est le cas aussi de revenus beaucoup plus massifs. L'épargne salariale, l'intéressement, les primes Macron, bien évidemment. Tout cela soustrait tous les ans 5 milliards d'euros à la sécurité sociale en n'étant pas cotisé. C'est une manière volontaire de transférer de la sécurité sociale vers vos salaires. C'est-à-dire, on vous paye en lit d'hôpitaux fermés. Voilà, c'est ça la prime Macron. On vous paye en lit d'hôpital fermé. Donc, ce n'est pas acceptable, il faut élargir cette assiette. Enfin, l'assiette, c'est-à-dire la nature, le périmètre des revenus qui sont concernés par les cotisations. Et enfin, il faut aussi augmenter le plafond. Alors, le plafond de la Sécu, c'est pas le plafond au-dessus de notre tête, hein. C'est le niveau à partir duquel vous payez moins de cotisations, notamment pour les retraites. Aujourd'hui, c'est 3 900 euros par mois. C'est-à-dire en dessous de 3 900, vous avez à peu près 10% de cotisation. Vous payez 10% de cotisation jusqu'à 3 900. Puis vous ne payez plus que 2% au-dessus. C'est logique, voilà. Ah bah, voilà, on l'a trouvé, celle qui est en retraite chapeau. Elle est là-bas. Donc, c'est la dame avec les lunettes bleues. Voilà, comme ça tout le monde sait. Alors, non mais, vous avez ça. C'est pas normal. C'est pas normal que ce soit des revenus
extraordinaires ou des salaires à 4-0, les gens cotisent des revenus très faibles ou une contribution très faible. Alors on entend parfois, ils nous disent, c'est parce que la prestation vieillesse, la pension est plafonnée aussi. C'est vrai. Mais enfin, on pourrait augmenter un peu le plafond de ce qu'on leur verse et augmenter drastiquement le plafond de ce qu'eux contribuent au long de la vie. Donc on n'est pas obligé de rester à 3 900 € sans aller de manière assez radicale jusqu'à dire qu'on pourrait virer le plafond et que c'est pas grave qu'un millionnaire paye beaucoup plus que ce qu'il récupérera à la fin. Ça ne m'empêche pas de dormir. Il a les moyens de faire une assurance privée si vraiment il veut mettre de l'argent de côté. Il a qu'à ouvrir un livret A et puis il atteindra vite le plafond en à peu près 48 heures. Donc c'est vous dire à quel point le cœur ne saigne pas là-dessus. Mais le jour où vos caisses de sécu sont à nouveau entre vos mains et que c'est vous qui élisez celles et ceux qui siègent dedans et qui du coup décident quels sont les besoins à couvrir et qui du coup décident quelles sont les cotisations à prendre et qui du coup décident comment on traite les usagers, Arpège, ça n'existe plus. Voilà. Parce que vous avez une élection à la caisse de sécu et vous dégagez toutes celles et ceux qui ont fait Arpège. Je peux vous dire qu'ils sont comme ça et ils ont intérêt à pas déconner. Finalement, la bataille, elle arrive là, normalement la semaine prochaine. On démarre sur le PLFSS, donc le projet de financement de la sécurité sociale. On ne sait pas encore face à qui. Normalement, c'est ce qu'ils ont annoncé. Ah mais il y a deux options. Soit vous êtes en campagne directement sur le terrain, pour faire réélire Mathias, première option. Soit vous êtes en campagne sur le terrain, pour dégager un Premier ministre. Deuxième option. Bon, dans tous les cas, vous êtes en campagne, donc... Non mais prenez votre week-end, dormez, parce que c'est le dernier avant 4 semaines. Donc profitez. Profitez bien. Non mais on a besoin de voir l'objectif. On ne sait pas face à qui on sera. Que ce soit une campagne électorale ou que ce soit une bataille au Parlement. On ne sait pas face à qui. Alors, ce sera quelqu'un de droite, hein, visiblement, mais on ne sait pas face à qui. Donc, la bataille, il faut l'organiser. Il faut bien comprendre ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est notamment ces 650 milliards d'euros. C'est la retraite. C'est la couverture maladie. C'est le fonctionnement des pharmacies à côté de chez vous. C'est les postes à l'hôpital de soignantes et de soignants. C'est ça qui va se jouer dans les prochaines semaines. Quelle que soit la manière dont ça se joue, une élection directe, universelle, législative ou des votes au Parlement. Et dans tous les cas, la seule réalité concrète, tangible, la seule chose qu'on sait à coup sûr, c'est que la droite a peur des mobilisations populaires. Et que votre mobilisation, votre mise en mouvement, c'est la meilleure garantie, non seulement du maintien des droits, mais surtout de leur conquête. Parce qu'on sait qu'un patronat qui a peur, une Macronie qui a peur, c'est des gens qui cèdent, qui lâchent et qui du coup, eh bien, font notre bonheur à nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi pour le micro. Je crois que c'est très très clair. On a, je pense, envie de défendre la Sécu du coup. Mathias, est-ce que tu veux dire un petit mot sur la situation locale ou on prend des questions? Ouais, pour les questions. S'il y a des questions... Oui, on a un micro, donc n'hésitez pas s'il y a des questions techniques ou politiques ou autres. Là-bas, Bonsoir. Moi j'ai une question. Tout à l'heure vous parliez que vous avez travaillé avec Stéphanie Rist, illustre. Elle en dit quoi elle du coup? C'est très candide hein, comme question. Ah non, non, c'est une excellente question. Parce que vous parliez de... Enfin voilà, vous aviez trouvé que... Enfin par rapport à... 75 milliards. Au remboursement... enfin... Je sais plus trop, mais... Non, mais pas de problème. Mais du coup, qu'il y avait quelque chose qui était clair, que vous aviez trouvé tous les deux, et qu'est-ce qu'elle dit du coup? On en prend plusieurs? Oui, on en prend plusieurs, hein. J'ai bien noté. Merci. Bonsoir et merci beaucoup pour votre venue à tous. J'avais une question concernant le programme éventuel de la formation politique que vous représentez, le programme concernant la sécurité sociale, ce qui est prévu, ce que nous... Oui, pas de souci. Merci. Tu veux parler du 100% sécu? C'est exactement ce que j'ai écrit dessus, j'ai écrit 100% sécu sur mon papier. C'était clair. C'était clair. C'est déjà écrit là. Oui, bonsoir et merci. Deux choses, je vois qu'il y a une caméra. Est-ce que ça sera mis parce que j'ai appris plein de choses, mais j'aimerais bien pouvoir m'en rappeler. Est-ce que ça sera mis en ligne
Oui. la vidéo, parce que ce serait bien. Enfin, bon. Oui. Autrement, là, vous parliez de la privatisation de la sécurité sociale. La semaine dernière, j'ai rigolé parce que je m'intéresse un peu au nucléaire. Et dans la Manche, ils veulent faire l'aval du futur. C'est un projet nucléaire de 40 milliards, enfin au moins, au minimum. Hein. Ils le disent eux-mêmes, ils ne savent pas comment ils vont payer. Et il y a arrivé le maire de Cherbourg il s'est aperçu que l'hôpital a été en déficit, l'hôpital de Cherbourg a été en déficit, et il va demander à Orano d'aider à payer l'hôpital. J'ai trouvé ça complètement scandaleux. Je pourrais vous filer l'article de journal, c'est aberrant, quoi. Demander à un privé de payer l'hôpital, c'est beau, quoi. Ils font la quête, les élèves. Bah, Ils font la quête pour l'hôpital public de Nantes. Ouais. Encore une question, puis après on répondra. Oui, du coup, bonjour, moi je suis un travailleur de la caisse primaire d'assurance maladie. Je suis un militant CGT aussi. Et du coup, je voulais dire un petit mot sur Arpège, qu'apparemment dans la salle ça a réagi. C'est bien, du coup, il y a beaucoup de monde qui est informé sur ce logiciel de malheur. Et il y a un peu de nouveau sur ce logiciel. Donc, dans le cas de la CGT, nous on se bagarre depuis 1 an, et du coup, avec l'aide notamment de Mathias Tavel. Pour combattre ce logiciel qui fait autant de mal aux assurés et aux travailleuses et aux travailleurs de la Sécu. Et donc cette lutte, elle est finalement... Il y a un premier combat qui est gagné, mais alors là c'est pour les autres caisses primaires, hein, parce que c'est un logiciel qui opère dans 44 et 85 uniquement. Et donc on a appris là, en début de semaine que la Caisse nationale d'assurance maladie abandonnait le déploiement dans toutes les autres caisses primaires de ce logiciel. Donc il est mort né. Sauf que donc là c'est une première, je pense qu'en partie la lutte qui a été menée qui a permis ça, mais c'est pas fini en tout cas dans le département pour les assurés et pour les travailleuses et les travailleurs, parce qu'on attend de savoir ce qu'ils nous proposent pour nous, parce que nous on a toujours ce logiciel qui est mort né pour quelques années. Du coup, la bagarre qu'on va mener maintenant, ça va être de supprimer ce logiciel le plus rapidement possible pour qu'on revienne au logiciel précédent et qu'on puisse enfin indemniser les assurés comme il se doit. Donc, je voulais juste actualiser les informations dessus, c'est tout frais, on a contacté la presse. Mais du coup, il y a une bagarre encore qui va s'enclencher, et je donne rendez-vous aux personnes qui sont dans la salle, parce qu'on va organiser sûrement un mouvement le plus fort possible en novembre pour se bagarrer, pour obtenir le retrait pur et simple de ce logiciel si nocif. Je vais juste rajouter, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir rester jusqu'au bout, c'est qu'on se bagarre aussi à la CGT, c'est avoir une sécurité sociale qui va vers les assurés, et alors que sur le 44, depuis une quinzaine d'années, on a supprimé 80% des points d'accueil pour les assurés, et c'est notre bagarre, nous en tout cas syndical à la CGT, c'est d'obtenir des points d'accueil un peu partout. Ils ont créé, sous la pression des Gilets jaunes, Macron s'est défaussé en créant les maisons France Service, mais c'est un pis-aller comparé au point d'accueil qui est occupé par des salariés formés en CDI, sous statut de la sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est peut-être des contrats précaires ou des personnes qui ne sont pas au fait de toutes les champs auxquels ils doivent répondre aux assurés. Donc c'est d'autres combats à mener, mais donc là sur Arpège, c'est une première victoire, mais c'est un début, et j'espère que ça va continuer. Donc il n'y a pas de question, mais c'est juste une mise au point sur ce qui se passe. Merci. Merci beaucoup. Je veux que je fasse en premier. Je te passe ensuite. Oui. Ok. Alors, Stéphanie Rist. Moi, je l'ai croisée hier en plus, c'est marrant. Elle avait l'air désœuvrée, elle était sur le téléphone, personne n'a appelé, dommage. Bon, bref. C'est les macronistes en ce moment, vous savez, ils sont là sur le téléphone jour et nuit. Le truc qui vibre, dès que ça vibre, ils font oh, super. Ah non, c'est les enfants, mince, c'est bon. Donc, bon, concrètement, lorsqu'on parle financiarisation de la sécurité sociale, qu'est-ce que disent les macronistes? Il y a différents discours, je veux dire, là pour le coup, sans me moquer d'eux, il y a de quoi, mais sans me moquer d'eux. Il y a un premier discours assez simple qui est de dire on n'a pas le choix, de toute façon, où est-ce que tu veux qu'on trouve l'argent? Dans la situation actuelle, les ménages riches étant tellement riches, il faut bien les mettre à contribution.
Et par l'endettement, c'est le seul moyen de leur récupérer de l'argent. Même si en fait on leur rend, mais c'est ce qu'ils disent parfois. Il y en a qui disent en fait, vu la situation actuelle, il faut bien aller se servir quelque part. Et vu qu'ils n'ont pas le rapport de force et qu'ils sont contre le fait d'augmenter la contribution des plus riches, ils ne voient pas très bien comment faire d'autre que leur emprunter de l'argent. Deuxièmement, il y en a, mais c'est pour être honnête pas le cadriste, plus à droite encore, qui disent c'est une bonne solution parce que ça contraint les dépenses. Dès lors que vous êtes obligé de vous endetter, c'est le seul moyen de forcer les gens à accepter une baisse des remboursements. Voilà, c'est de dire en fait c'est un usage stratégique de la dette. C'est-à-dire créer de la dette permet de justifier des coupes. Donc vous voulez vraiment qu'on endette vos enfants, blablabla. Alors on va rappeler un point très simple. C'est pas nos enfants qui remboursent la dette. C'est les enfants des contribuables qui payeront des intérêts aux enfants des bourgeois. Non mais c'est ça la dette. Parce que je veux dire, les gamins d'aujourd'hui, ils hériteront des bons du trésor des parents. Pour les parents qui sont créanciers, je veux dire, ça ne disparaît pas dans l'air. C'est un rapport de classe, la dette publique. Ce sont les gamins de pauvres qui paieront la TVA pour rembourser la dette détenue par les gamins de riches. Donc, cet argument-là n'existe pas, mais admettons. Et puis enfin, il y en a, et c'est malheureusement les plus nombreux, qui disent, mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Bon, alors là, je les attrape, je leur parle pendant 1 heure, ils comprennent rien, mais il y a ça aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Quand même bien songer qu'une bonne partie des gens qui siègent là ne savent pas comment marche la sécurité sociale. C'est pas le cadriste, en plus elle travaille à l'hôpital, donc elle comprend les circuits. On n'est pas d'accord politiquement, mais elle comprend. Mais une bonne partie des gens autour d'elle ne saisissent pas. Ils ne savent pas ce qu'est la sécurité sociale, ils ne savent pas comment ça marche, ils ne comprennent pas. Et vous en avez qui sont convaincus que les infirmières sont vraiment payées 4 000 € en début de carrière. Enfin, je veux dire, ces gens-là pensent que tout le monde vit dans la gabegie, aussi, et dans le luxe, et la volupté. Mais avec des exosquelettes. Avec des exosquelettes, ouais, pour éviter. Non mais il y a quand même ce truc-là, vraiment, faut pas méconnaître. Enfin, faut comment dire. C'est pas que la malveillance, en fait, d'être macroniste. Il y en a forcément. Mais c'est pas que de la malveillance. C'est aussi vraiment de la rupture et l'éloignement assez fort par rapport à ce qui est un quotidien dans le pays et ce que sont des difficultés financières. Vraiment, qu'ils n'arrivent pas forcément à s'imaginer objectivement. Dire, pour pas les enfoncer plus que... Enfin, ils n'ont pas besoin les pauvres. Mais on a ça. Deuxièmement, la sécu. Bon, je vais pas revenir sur l'aspect élection. Sécu, je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr. Donc on est d'abord pour mettre des élections à la sécu, les assurés votent et ils ont leurs représentants qui s'en occupent. Oui, nous sommes pour ce qu'on appelle le 100% sécu. Ça veut dire quoi? 100% sécu, ça veut dire réunifier dans la sécurité sociale, alors en l'occurrence l'assurance maladie, pour le faire rapidement. Réunifier, mais ça peut être dans les retraites aussi, mais c'est un autre débat. Ça peut être, mais je veux dire, je vais pas revenir sur le débat parce que c'est plus complexe. Les transferts Agir Carco et tout, c'est un peu plus, voilà, un peu plus sensible comme sujet, et puis c'est pour le coup administré par des acteurs paritaires, contrairement à ce dont on parle là, c'est pour ça qu'on ne va pas les déposséder tout de suite. On va pas les déposséder, quoi, il faut une discussion politique. L'assurance maladie, aujourd'hui, on va se le faire rapidement, elle rembourse 220 milliards de paniers de soins. Soins, médicaments, prestations, honoraires, tout ce que vous voulez. 220 milliards qui sont remboursés, enfin 220 milliards de consommation, pardon. On paye 220 milliards. Sur ces 220 milliards, il y a 15% qui sont pris en charge par des organismes privés, la Sécu en est un, mais organismes privés hors Sécu, les complémentaires, mutuelles, etc. Donc ils prennent 15%. Lorsque ils prennent 15%, ils sont 439 organismes complémentaires et mutualistes. Ils sont 439 en France. La part des 15% qui remboursent, elle a des frais de gestion. C'est-à-dire que, bon, évidemment, il y a des salariés, ce qui est normal. Les gens, ils font un boulot, ils sont payés, c'est la moindre des choses. Vous avez aussi des frais de marketing. Par définition, s'il y a 439 organismes dont le business model consiste à vous rembourser vous, il faut bien se faire concurrence pour vous convaincre de les prendre. Alors maintenant, depuis Hollande, en plus, il y a des accords d'entreprise, mais je passe. Il y a donc une concurrence entre organismes privés pour vous indemniser. Et donc, cette concurrence, elle coûte. Il y a de la pub, du marketing, vous avez parfois dans les bus, les métros, nous remboursons à temps, la mutuelle qu'il vous faut, etc. Ça coûte. Et techniquement, pour 1 € que vous versez à votre mutuelle, il y a 20 centimes qui disparaissent en frais de gestion. C'est énorme. 1 € sur 5, à laquelle de votre cotisation à votre mutuelle complémentaire, disparaît en frais de gestion. 1 € sur 5. 20 centimes sur 1 €. À la Sécu, c'est à peu près 4 centimes sur 1 €. Ce qui signifie que si vos mutuelles, vous les mettez dans la Sécu, et donc vous débarrassez des dépenses parasitaires, type marketing, publicité, vous dégagez immédiatement 7,5 milliards d'euros à remboursement identique. En réalité, un peu moins, parce qu'évidemment qu'on va reprendre les équipes. Je veux dire, il faut compter les salariés, des mutuelles qui rentreraient dans la Sécu, donc c'est plutôt 5 milliards. Parce qu'évidemment, on ne va pas baisser leur salaire, enfin, c'est normal. Donc, vous avez 5 milliards. Alors, avec 5 milliards, on va quand même se le rappeler, avec 5 milliards, vous avez de quoi rembourser la totalité des frais dentaires de ce pays. Vous faites le 100% gratuit sur la dentition.
pas d'honoraires, pas de reste à charge. Enfin, honoraires, reste à charge, rien. Vous reprenez tout. Voilà, c'est un exemple typique de ce que fait le simple fait de faire 100% sécu. Alors on peut discuter, ça peut être, il reste un léger reste à charge sur les dents et on rembourse les 3/4 des lunettes par exemple. Bon, il faut le discuter politiquement dans les conseils entre usagers, mais enfin, le 100% sécu dégage 5 milliards d'euros du jour au lendemain. Sans rien d'autre que s'être débarrassé de frais qui ne servaient à rien pour votre santé et auxquels vous avez pourtant contribué. Oui, je voulais revenir un petit peu juste sur un mot. Tu disais tout à l'heure 650 milliards, c'est ça, hein, le budget de la Sécu. C'est ça. D'abord, déjà, personne ne le sait. Hein, c'est 1,5 fois le budget de l'État, plus d'1,5 fois le budget de l'État. 440 l'État. Voilà, c'est quelque chose de considérable. Et en fait, on nous bassine tout du matin au soir pour nous expliquer qu'il y a le déficit. Alors, on va peut-être pas avoir le temps ce soir, mais en fait, si on prenait par exemple l'année, rien que l'année 2024, on peut prouver qu'il n'y en a eu pas. Alors qu'on vous le dit tous les jours, du matin au soir. Parce qu'ils veulent le casser, le système. Voilà. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit auparavant. Hein. C'est une propagande éhontée qui est en plus, la presse qui est aux ordres, et surtout la télévision, il faut bien dire, hein, ne fait que ça. Je vous dis juste une anecdote. La première fois où Léa Salamé a parlé a pris le journal... Ça commence mal, cette phrase. Ça commence mal. C'est comme Alain Juppé. Comme Alain Juppé, ouais. Oui, c'est ça. La première fois. Alors bon, elle trouve tout catastrophique. Donc, oh là là, les indemnités journalières. Oh là là, catastrophique. Et elle dit 120 milliards. Bon, tu viens de donner le chiffre de l'assurance maladie, hein, qui est de 220 milliards de 220 milliards. Hein. Bon, il n'y a pas 120 milliards d'indemnités journalières, il y a 12 milliards d'indemnités journalières. Bien. Donc, je connais quelqu'un qui a écrit à la télé pour que ça soit rectifié. Mais ils s'en foutent. Donc, on délivre des informations totalement fausses pour préparer les assurés à accepter les baisses de cotisation. Juste un mot pour dire que ce que disait Pascal sur l'assurance maladie, moi qui étais dans l'assurance retraite, du temps où j'y étais, ça fait longtemps, il y avait 147 points d'accueil dans la région des Pays de Loire pour, dans chaque commune des 5 départements, pouvoir renseigner les assurés sociaux, les conseiller sur à quel moment c'est le plus important pour eux de partir et tout ça. Bon, il y en a à peine une trentaine aujourd'hui. Hein, on voit voilà, et ça c'est quand même catastrophique. Et juste encore un mot sur l'hôpital. On a appris que pour l'hôpital de Nantes, le CHU, il y a une sorte de... Bon, les écoles privées de CM1 et CM2, des écoles privées de Nantes, font la quête pour l'hôpital. C'est quand même... on se demande dans quel monde on vit. Hein, et bon, moi, je ne suis pas spécialiste, mais il va y avoir des camarades de l'hôpital de Saint-Nazaire peut-être dans la salle, parce qu'il y a pareil du mécénat qui est... Hein, voilà. Je te laisse... Tiens, je te laisse poursuivre là-dessus. Merci Claire. Merci au comité de défense de la santé du bassin nazarien qui organise cette soirée. Pour donner quelques éléments, d'abord une remarque très générale. On défend la sécurité sociale, mais moi je suis optimiste parce que l'idée de sécurité sociale, elle se répand. Maintenant, on parle de sécurité sociale pour le logement, de sécurité sociale pour l'alimentation. Alors ça reste à inventer, à mettre en œuvre, à gagner. Mais c'est bien que l'idéal de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, il trouve à se répliquer dans les obsèques, comme l'a dit Adrien, mais aussi dans des choses plus chaleureuses, comme par exemple l'alimentation. Pourquoi vous riez ? En tout cas, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est un mot d'ordre dont la portée révolutionnaire de 1945 continue aujourd'hui d'être perçu, saisi par des militants, évidemment, et dont l'enjeu après est de le faire prospérer, parce que ça apporte une autre idée d'organisation de la société, une autre idée des rapports entre les êtres humains, et une forme de démarchandisation de la manière dont on répond aux besoins fondamentaux de l'être humain, se loger, se nourrir, se soigner, etc., etc. Une petite parenthèse, mais je voulais commencer par ce point-là. Localement, Arpège, Pascal a dit beaucoup de choses. Alors,
C'est moi qui remercie notamment les camarades syndicalistes de la CPM de Saint-Nazaire, parce que c'est eux qui me donnent les informations. Et les assurés qui viennent nous voir pour nous dire les difficultés dans lesquelles ils sont. Pour information, depuis 1 an que ce logiciel est déployé dans le département et en Vendée, nous, mes assistants et moi, on a transmis 450 dossiers en souffrance à la CPAM et à la CNAM. 450 dossiers en 1 an. Ce n'est qu'une partie de gens qui sont en difficulté, qui se rendent compte, qui, malgré tous nos efforts de communication, ont l'information, parce que tout le monde ne l'a pas, et qui ne sont pas pris en charge directement, ou en tout cas rapidement. Ça a permis d'obtenir le déblocage massif d'acomptes. Les gens ne perçoivent pas leurs indemnités journalières, mais ils reçoivent un acompte qui est versé par la Sécu. Alors ça leur permet au moins de subvenir aux besoins, mais derrière, il y aura des régularisations. Mais derrière, vous avez une part de l'indemnisation qui dépend pas seulement qui dépend du versement de l'indemnité journalière par la CPM, et ensuite l'entreprise, en fonction des accords d'entreprise et des accords de branche, déclenche un versement complémentaire, et le versement de l'acompte n'entraîne pas automatiquement le déblocage de cette partie-là, etc., etc. Et puis vous pouvez pas, après il y a évidemment au moment de la déclaration d'impôt, comment vous déclarez votre acompte par rapport, etc. Bref, je passe, mais on place dans des situations de vulnérabilité matérielle des gens dont je rappelle, en plus, que ceux qui sont les principales victimes, ce sont des gens qui sont victimes d'accidents du travail, de maladies professionnelles, et parmi les points les plus durs pour les assurés, c'était les assurés, et c'est toujours en tiers-temps ou en mi-temps thérapeutique, et les femmes enceintes. Et on a vu, y compris, on a reçu des sollicitations de gens qui venaient d'avoir un enfant et qui ne percevaient pas les indemnités journalières auxquelles ils avaient le droit. Donc, c'est évidemment un scandale. Alors, on a remué ciel et terre. Grâce à Adrien, on a obtenu que le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, M. Fatome, ancien directeur de cabinet d'Édouard Philippe à Matignon, soit entendu par la commission des affaires sociales de l'Assemblée. Alors, c'était sur autre chose, mais forcément, on s'est invité pour lui poser la question. Il nous balade de visio en visio tous les 3 mois en nous disant, au mois de mai, il nous dit, en avril, il nous dit, on va revenir à la normale en Vendée au mois de mai, je ne donne pas de date pour la Loire-Atlantique. Puis là, on l'a revu à la fin du mois d'août, si je ne dis pas de bêtises. En fait, c'était pas revenu à la normale en Vendée. Et pour la Loire-Atlantique, il n'y avait toujours pas de date. Et ils ont été obligés de mobiliser énormément de moyens dans d'autres caisses pour venir en renfort, parce que les personnels de la sécurité sociale, en Loire-Atlantique notamment, sont débordés et font du mieux qu'ils peuvent, mais ne peuvent pas répondre à toutes les sollicitations des assurés. Donc ils ont mis en place un système de solidarité entre caisses qui, évidemment, ne peut pas être généralisé s'ils généralisent le logiciel. Et évidemment, ils ne se disent pas on arrête le déploiement parce que ça coûte trop cher ou ça gêne les assurés, mais parce qu'en fait, les gains d'effectifs qu'ils avaient prévus avec le déploiement de ce logiciel, donc les réductions de personnel, finalement ne sont pas là parce que ça marche tellement mal qu'ils sont obligés de mettre des renforts. Et donc, comme il n'y a plus de réduction d'effectifs, du coup, on arrête le déploiement du logiciel. Alors, je suis d'accord avec ce qu'a dit Pascal, pour les 99 autres caisses, c'est une bonne nouvelle. Et pour la Vendée et la Loire-Atlantique, on va continuer évidemment à se battre pour d'abord que les assurés aient les indemnités auxquelles ils ont droit, et ensuite que les salariés de la Sécu continuent d'avoir le renfort, le soutien, la reconnaissance, et évidemment même davantage qu'ils ne l'ont là, qu'ils méritent parce qu'ils sont dans une situation très, très compliquée. Mais excusez-moi, où est l'égalité du citoyen de Loire-Atlantique et de Vendée? Liberté, égalité. Alors l'argument qui est donné, c'est que nous étions les 2 départements expérimentaux. Parce que quand même, comme il devait y avoir un doute sur leur logiciel, ils ont décidé de le tester sur 2 départements. On était des cobayes, quoi. Voilà. Avant de le généraliser. Je précise, c'est un logiciel qui a coûté 37 millions d'euros, qui est développé par une société qui s'appelle Soprasteria, qui réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires auprès d'organismes publics.
au point que même la Cour des comptes l'a pointé, et qui par ailleurs s'était déjà illustré par le plantage monumental d'un logiciel de paye dans la Défense qui s'appelait Louvois. Et pour les travailleurs indépendants. Et le logiciel Arpège avait déjà été développé pour les travailleurs indépendants, et c'était déjà pas fameux, et ils ont quand même poussé pour l'ensemble des salariés. On pourrait en parler très longtemps, mais je ne veux pas rester que sur ce sujet-là. Mais pour dire que... Alors, qui avait intérêt? L'objectif, c'était que ce nouveau logiciel permette de réduire le personnel. Parce que il allait censé marcher bien. Et qu'on devait le savoir, mais s'en a arrangé quelques-uns. En tout cas, on fait le maximum, nous, pour que les usagers et les salariés n'aient pas à subir plus longtemps ces conséquences-là, mais clairement, il n'y a pas beaucoup de soutien. Il faut le dire. Autre point local sur lequel je voulais revenir, c'est la situation évidemment de l'hôpital de Saint-Nazaire, dont on a régulièrement des annonces de fermeture de lits, où on est maintenant passé en mode permanent de filtre aux urgences la nuit, et où effectivement l'hôpital de Saint-Nazaire a lancé un fonds de mécénat pour solliciter les dons des personnes comme vous et moi, mais aussi surtout des grandes entreprises du secteur pour financer une partie de ces projets. Alors on nous dit que c'est des projets qui ne sont pas directement liés à la santé, mais pour améliorer le quotidien, l'environnement, etc. On sait bien comment ça commence, on sait bien comment ça finit. Et par ailleurs, aujourd'hui, la ville de Saint-Nazaire lance un fonds de mécénat. Les acteurs de la culture sont invités à se tourner vers le mécénat parce que Christelle Morancet a coupé toutes les subventions. L'hôpital vient au mécénat. Bref, tout le monde demande du mécénat. Et évidemment, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc non, en République, il y a un truc qui s'appelle l'impôt et la cotisation. Et donc, si on a besoin de financer le service public hospitalier, on le fait avec l'impôt et avec la cotisation et pas avec la charité, où d'ailleurs, on voit bien que certaines entreprises en profiteront pour se racheter une bonne image en disant qu'elles soutiennent la santé publique, alors que par ailleurs, elles ne sont pas toutes exemplaires en la matière, singulièrement ici. Donc, on a eu le débat au conseil de surveillance de l'hôpital. Il y a deux expressions opposées, les représentants syndicaux, du seul syndicat qui est représenté au conseil de surveillance, qui est Force ouvrière, et moi, et nous n'étions que deux. Non, il y a eu une question aussi, je crois, du maire de Trignac sur les conflits d'intérêts qui pouvaient naître de cette question-là. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a entendu. Et en même temps, l'hôpital est objectivement pris à la gorge financièrement. Parce que la tarification à l'activité le met dans une situation financière difficile, parce que l'hôpital de Saint-Nazaire, il est étranglé par le bail amphithéotique hospitalier avec un propriétaire privé qui n'est toujours pas réglé, sur lequel le gouvernement ne répond pas, et même il voulait... il y a eu une tentative pour réduire la durée de l'aide au loyer versée à l'hôpital, qui est toujours dans les cartons, alors même qu'elle est déjà insuffisante et elle n'est déjà pas prévue pour durer aussi longtemps que le bail. Donc, c'est une évidence que dans cette situation, l'hôpital dit « moi, si je veux me développer, il faut bien que je trouve de l'argent ». Donc la question, c'est pas ici, c'est comment, nationalement, dans les budgets publics et les budgets de la sécurité sociale qui sont alloués à la question de la santé et à l'hôpital, on apporte des moyens supplémentaires et on revoit le mode de financement de l'hôpital pour qu'il puisse fonctionner davantage. D'ailleurs, il y a eu une expérimentation qui a été faite sur les petits hôpitaux de proximité où on a remplacé une partie de la tarification à l'activité par une dotation forfaitaire et comme par hasard, leur situation financière s'améliore. Donc pourquoi ce qui marche dans ces petits hôpitaux ne marcherait pas pour le reste? Voilà les quelques éléments que je voulais dire localement. Le dernier, c'est un peu un désintox sur 2 points, très vite. Le premier, ça a été fait sur le salaire net, le salaire brut. On va enlever des cotisations parce que comme ça, vous gagnerez plus. La réalité, c'est que c'est un cadeau empoisonné. Parce qu'on vous dit, on va baisser vos cotisations, votre salaire net va augmenter.
mais derrière, on augmentera les franchises médicales. Donc, en fait, c'est plus une cotisation que vous paierez, c'est un impôt déguisé qui s'appelle franchise médicale ou des remboursements, etc. Il y a 1 heure. Ah ben voilà, la Sécu abandonne le déploiement d'arpèges, c'est dans la presse. Donc, dans Ouest France, il y a 1 heure. Voilà, juste pour info. Merci. Donc ça, il a commencé à parler, ils ont directement sonné. Direct, ils ont dit on arrête, il y a Mathias qui est sur le coup. Et cette logique de le salaire net, le salaire brut, les cadeaux empoisonnés ou donne-moi ta montre et je te dirai l'heure, c'est le point commun macroniste, LR, RN. Donc tous ceux qui votent pour Le Pen votent pour un système qui aboutit à l'augmentation des franchises médicales. Moi je le dis comme ça. Voter Le Pen, c'est voter pour les franchises médicales, parce que c'est appauvrir la sécurité sociale, et après on viendra vous dire qu'il n'y a pas d'argent pour rembourser. Dernier point, sur la question de la France est record d'Europe des dépenses publiques. En fait, dedans, ça a été très bien dit, ils mettent les dépenses de sécurité sociale. Et donc, comme on a fait le choix d'avoir des dépenses de sécurité sociale, et notamment de retraite collective, socialisée, c'est compté dedans. Mais ailleurs, les gens payent aussi pour avoir une retraite. Mais ils payent souvent plus cher et la retraite est moins bonne. Vous avez plus de retraités pauvres, par exemple, en Allemagne qu'en France. Ou aux États-Unis, où les gens payent plus cher pour la santé et ils sont en moins bonne santé. Simplement, comme c'est par des assurances privées, ce ne sont pas des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires. Voilà. Si vous payez à la sécurité sociale, c'est un prélèvement obligatoire. Si vous payez à AXA, c'est la liberté. C'est ça qu'ils nous disent. Eh bien non, c'est un impôt privé, c'est un prélèvement obligatoire privé, parce que personne ne peut se passer, sauf à en être privé, d'avoir une protection contre la vieillesse, la maladie, le chômage et tout ce qu'on a dit ce soir. Et quand c'est organisé collectivement et socialisé, ça coûte moins cher et ça marche mieux. C'est pour ça qu'on défend la sécurité sociale. Excusez-moi, j'ai une question à poser. Alors, si vous avez évoqué le fait qu'ils voulaient supprimer les médecins conseils des caisses primaires. Non, ils voulaient... En fait, ça va se reporter sur les marchés privés, en fait. Alors, ils veulent pas les... C'est pas les médecins... Enfin, c'est le service médical qu'ils veulent supprimer. Les médecins, ils veulent les intégrer dans les caisses primaires. Je ne vais pas être trop technique, mais dans les caisses primaires, c'est l'histoire qu'aujourd'hui, au lieu, ce que tu expliquais, au lieu qu'on réponde aux besoins des assurés, on donne des dotations et les gens doivent se débrouiller avec. Hein. Or, pour reprendre là sur le service médical, aujourd'hui, il est indépendant. Si on leur donne des dossiers, ils disent, ben voilà, cette personne-là, elle doit être... son état de santé nécessite qu'elle soit prise à 100%. Si demain, ils sont subordonnés au directeur de la caisse primaire, qui lui-même a un contrat d'objectif et de gestion avec la Caisse nationale maladie, on dira, et ça se fait déjà avec les médecins sur les indemnités journalières aujourd'hui, hein, c'est la même chose, on dira, vous donnez trop de 100%, vous mettez trop de gens en inaptitude de travail, et donc on va les mettre au pilori, et puis ils n'auront pas une bonne note, et puis ci, et puis ça, puis on va dégrader. C'est ça que je veux dire. On ne va pas supprimer les médecins. Ils vont subordonner les médecins. C'est catastrophique, hein, oui, subordonner. Subordonner à des gens qui ne sont pas médecins. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, non, puisque c'est depuis le 1er octobre qu'ils ont supprimé les services. Nous, ce qu'on a connu, ils dépendaient d'un médecin conseil régional, donc d'un médecin. Oui. Alors que là, ils vont dépendre d'un administratif. Administratif qui sera lui-même encadré par un budget à pas dépasser. Alors, sauf erreur de ma part, quand il y a eu le Covid, est-ce que c'est pas Macron qui a demandé à ce qu'un médicament ne soit plus remboursé, alors qu'il n'a aucune compétence, je suppose bien qu'il en ait beaucoup, en médecine. Or, c'était aux scientifiques de dire que ce médicament était éventuellement... comment se fait-il que ça a été accepté? Ah ben, c'est pas que c'est accepté, c'est imposé. Et donc, petit à petit, ben, ça correspond à ce que vous dites maintenant. C'est que petit à petit, les médecins deviennent dépendants de gens qui ne sont pas médecins.
Surtout que, alors, en plus, il faut savoir que la dette Covid, c'est carrément scandaleux, hein, puisque la Sécu, elle a réellement remboursé les dépenses d'hospitalisation, les dépenses, tout ce qui relève de sa responsabilité. Mais on lui a fait payer, on l'a fait payer encore aujourd'hui. Hein, les 92 milliards de toutes les mesures gouvernementales qui ont été prises, les vaccins, tout ce qui a été pris d'aide aux entreprises, toutes ces choses-là, 92 milliards qu'on demande, on exige de la sécurité sociale qu'elle les rembourse à raison de 18 milliards par an, justement, remboursés à la CADES, dont Adrien parlait tout à l'heure. Hein. Donc pour les questions, on reprend un peu... Voilà. Oui, 2 points que je voulais porter un peu au débat. Sur la remarque de Pascal tout à l'heure sur les maisons France Service qui remplacent finalement les points d'accueil dont tu parlais tout à l'heure, il faut voir quand même qu'il y a une des propositions de Le Cornu avant, qui partit avec lui, c'était de faire des maisons France Santé qui étaient sur le modèle des maisons France Service, c'est-à-dire faire croire à la population qu'on remplacerait les déficits de médecins par finalement des maisons habitées de gens qui ne sont pas formés, ne sont certainement pas médecins et qui finalement ne font que recourir, en les débordant encore davantage, aux points d'accueil formés, etc., etc. Donc ça, je voulais juste ajouter ce truc-là. Le deuxième point, je voulais remercier les camarades de la tribune pour la précision de leurs exposés qui, ça a été dit tout à l'heure, donnent plein d'informations. Ça serait très bien que ça soit sur YouTube, effectivement, pour qu'on puisse diffuser tout cela autour de nous. Je suis d'accord aussi avec Adrien pour dire que, c'est le combat des prochaines semaines qui vont arriver, les mobilisations, etc., qui vont aider à porter cette question-là. Et je pense aussi que tous ici, on a intérêt à être précis sur les revendications qui sont mises dans ces mobilisations. Moi, je vois ici ou là, dans des tracts, par exemple, la revendication abrogation de la réforme des 64 ans. Ça veut dire quoi? Qu'on savale tout le reste. Ça veut dire que tant pis pour les 160. Qu'on savale les comment dirais-je, jusqu'à 63 ans, à la limite. Qu'on savale les régimes spéciaux. Donc je pense qu'on a intérêt à être précis sur ce genre de formulation parce qu'on n'arrivera pas à mobiliser précisément contre, surtout dans ce bazar, dans l'agitation politique qui n'échappe à personne. Si on n'est pas un peu précis justement sur ces boussoles-là, à mon avis, on risque quelques déconvenues. Juste une petite remarque par rapport à la réforme des retraites, suspension. C'est pas tellement l'âge de départ, enfin l'âge de départ oui, mais c'est aussi le nombre de trimestres qu'il faut étudier. Merci, bonsoir à tous. Alors, moi je suis le secrétaire du syndicat FO du centre hospitalier de Saint-Nazaire qui a voté avec Mathias contre le mécénat. Je ne peux que m'exprimer. Moi, juste pour qu'on se rende bien compte de ce que ont été ces attaques de la sécurité sociale depuis des années, et Claire l'a très bien expliqué. Nous, à l'hôpital, c'est l'ONDAM et la T2A. Donc l'ONDAM, vous l'a expliqué, la T2A, c'est la tarification à l'activité. Et c'est ça qui nous plombe aujourd'hui, qui nous plombe tous les jours. C'est ça qui fait que, par exemple, au mois d'août, on apprend que nos services techniques n'ont plus le budget qu'il va falloir qu'ils fassent avec ce qu'ils peuvent et comme ils peuvent pour réparer le matériel de l'établissement. C'est ça qui génère des fermetures de lits. C'est ça qui, à un moment donné, a dit on n'achète plus de respirateurs parce qu'on n'en a pas besoin et puis on a pris la pandémie de Covid dans la tronche derrière, etc. etc. C'est ça qu'on permis la fermeture de tous ces lits et qui fait qu'on a tous été confinés durant le Covid. Et tout ça, en fait, c'est lié à cette attaque et ces attaques incessantes et répétées de la sécurité sociale. Là, moi, je viens d'avoir un message des camarades de l'EHPAD de Guémené. Ils étaient contents, ils ont un PASA qui vient d'ouvrir pour 12 résidents, avec un poste budgétisé par l'ARS. Et là, ils viennent d'apprendre qu'en fait, le deuxième poste, en fait, il est financé pendant 3 mois par l'établissement.
et qu'après, en fait, il n'est plus financé, donc ils vont prendre dans les effectifs présents pour pouvoir faire tourner le PASA. Et c'est ça l'attaque, en fait. C'est ça les attaques régulières et successives qu'on subit, et ça, c'est très concret. Donc, on a, comme le disait aussi Mathias, on a des urgences qui sont régulées la nuit, ça veut dire que les personnes les plus précaires aujourd'hui, ben, en fait, on s'en occupe plus. Clairement, c'est ça. Hein. C'est une accumulation de choses. Je pense qu'il est vraiment important que tout ça cesse. Et il est important aussi qu'on se batte et qu'on se mobilise pour que tout ça cesse et que ça change et qu'on nous rende aussi ce qui nous appartient. C'est-à-dire que on va bien évidemment lutter contre tout ça. Nous, on lutte au quotidien, mais Mathias, si vous l'a dit, un devoir. Voilà, mais au moins on a pu dire ce qu'on avait à dire et comme on le dit. Et aujourd'hui, en fait, ça correspond on nous a vendu en gros un des financements, c'était, je vais vous l'expliquer parce que c'est juste aberrant en fait. On a eu des travaux sur le bâtiment de Cassiopée qui accueille les personnes âgées. Donc le bâtiment était vétuste. Alors c'est des unités de soins longue durée qui est là-bas, et puis des unités de soins palliatifs. Donc il y avait besoin vraiment de rénover tout ça et de mettre ça à jour et de mettre ça à neuf. Sauf que pendant les travaux, ils ont défoncé tout ce qu'il y avait autour, donc les jardins et tout ça, il y avait des cailloux partout, ça a été défoncé. Et aujourd'hui, en fait, le mécénat qui est mis en place, il est pour dire, bah, en fait, faut l'entreprise qui aurait dû tout privé, qui en a payé pour faire les travaux, qui aurait dû tout nettoyer, elle n'a rien nettoyé, elle a tout laissé en état, et du coup, maintenant, on va chercher du pognon ailleurs pour réparer ce qu'eux, ils n'ont pas réparé, qu'ils auraient dû faire, et qui était... Donc, voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et on a même vu dernièrement, parce qu'on a parlé là des gamins qui font la quête pour le CHU de Nantes, on a vu aussi dans les services de réanimation ou mortuaires, là, des panneaux d'affichage dans certains endroits qui disent bah, plutôt que d'offrir des fleurs à vos défunts, bah, faites des dons à l'hôpital. Voilà, on en est rendu aujourd'hui. Je sais que c'est choquant, nous on est les premiers à se battre contre ça, mais en fait, ce qui est d'autant plus choquant dans cette histoire, c'est que nos directeurs le cautionnent et valident ça parce qu'ils ne peuvent plus faire autrement. Ils sont obligés d'aller chercher du pognon parce que en fait, il n'y a rien qui leur permet de le faire. Donc c'est... Voilà, je ne voulais pas plomber l'ambiance, mais je pense que c'est important d'avoir des choses concrètes et de mettre du concret en face de tout ça. Et notre quotidien, il est là. Et c'est ça. Et du coup, quand on apprend qu'on a des agents qui vont se retrouver à travailler à 2 au lieu de 3 parce qu'on n'a plus les moyens, et ben, c'est-à-dire que sur les 2 qui restent, il y en a un qui va dire au bout d'un moment j'en ai marre, je me casse, et puis le troisième, et ben, il va souffrir, et lui, justement, il va finir par se barrer, on ferme des lits, etc. etc. L'Ondam, les attaques successives de la Sécu, c'est la destruction programmée de l'hôpital public. Donc il faut que ça s'arrête. Ouais. Ceux qui ont de la voix, ils peuvent parler sur le micro. Alors, je prends la parole, en fait, c'était aussi pour lier 2 questions d'actualité pour moi, qui ont, de toute façon, au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir lier les 2. C'est surtout qu'aujourd'hui, on a un État complice qui balance des bombes sur des hôpitaux à Gaza, et qu'ils font la même chose, mais administrativement, en France. Ils font la même. Donc, au bout d'un moment, en fait, le nombre de morts qu'il y aura à Gaza, on les aura aussi chez nous. Ils l'ont dit en préparant l'hôpital, notamment, ils ont envoyé cet été une lettre comme quoi il fallait que les hôpitaux se préparent à avoir des morts ou des blessés de guerre. Et donc, je pense que les 2 batailles seront alliées. Il y a des médecins, notamment Assam Abou Safia, qui a été kidnappé. Aujourd'hui, il va mourir de faim. Ou sans doute, qui va être aussi, comme les kidnappés des flottilles, il va être très maltraité. Et donc, va falloir, je pense, lier les 2.
Parce que au bout d'un moment, de mettre des sous dans les armées, au lieu de armer nos hôpitaux, pour éviter des morts, il faut donc financer la sécurité sociale et les hôpitaux publics. Financé à 93% par la sécurité. Tous les sens du terme. Merci. Moi, je voudrais parler de la mutualisation. Et la mutualisation n'est pas forcément vertueuse. Quand on voit, par exemple, le fonctionnement des assurances, ça nous donne tout de suite un aperçu de ce que peut être la mutualisation et à qui elle profite. Et aujourd'hui, là, nous avons quand même des budgets colossaux. Et tout à l'heure, on disait que ça profitait à la population. Si la population elle était en meilleure santé que les pays voisins, on se dirait peut-être que ça marche. Mais aujourd'hui, qui profite, en fait, qui siphonne la sécurité sociale, en tout cas dans la branche santé, c'est Big Pharma. L'industrie pharmaceutique, elle fait plus d'argent que Total Energy. Rendez-vous compte, alors qu'on fait tous des pleins d'essence à tire-larigot tous les jours. Et aujourd'hui, avec cette politique-là, ils ont réussi à mettre de côté la santé, le service santé naturel et traditionnel pour ne garder que le chimique. Et quand on sait que l'agrochimie et la chimie pharmaceutique, c'est les mêmes qui fabriquent les produits, on comprend un peu comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, on peut plus ne pas regarder qui a le droit à l'accès à la caisse commune, parce que la caisse commune aujourd'hui, c'est le budget de l'État qui est en crise, parce que ceux qui reversent l'argent ne le font pas de bonne façon. Et la caisse de la sécurité sociale, c'est exactement la même chose. Elle est siphonnée, et malheureusement, par connivence avec les médecins, par les pharmaciens, et par, alors dans la branche retraite, alors ça c'est encore autre chose. On nous parle, et ceux qui nous parlent sont souvent ceux qui sont élus et qui ont toujours la parole. On nous parle de retraite, qu'il faut travailler un peu plus parce que la sécu c'est important. Ces gens-là eux-mêmes ont des retraites au bout de quelques mandats, au bout de 15 ans de service, alors que... Oui, cela c'est encore un autre cas à part. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut se poser les bonnes questions pour savoir où vont les 643 milliards et avec un déficit de 20 milliards en plus chaque année. Alors, il est 10h moins 5. Ok. Vous répondez. Et puis on arrêtera après parce que... Ok, très vite alors. Là, on peut déborder 5-10 minutes. Mais... Ah, moins vite alors. Du coup, sur la... Faut pas lui dire ça. Faut jamais me dire ça, là, c'est le pire truc. Vous savez pas à qui vous parlez là. C'est terrible. Normalement, à l'Assemblée, il y a Brune Pivet, elle fait c'est fini, comme ça elle coupe. Mais là, du coup, elle est pas là donc je profite. Non, très rapidement. Du coup, très à l'aise avec les dernières questions parce que nous, on a toujours défendu le régime général de sécurité sociale pour les élus. C'est-à-dire, il y a une indemnisation, on cotise pareil que sur un salaire, point. Voilà, on a toujours défendu ce truc-là, donc ça nous va très bien, on est pour. En revanche, attention, et encore heureux, hein, mais ils n'auront pas d'indemnité, hein, ceux qui ont été nommés quelques heures ministres. En fait, c'est au bout d'un mois après la nomination, quand le suppléant a pris, que du coup vous rentrez dans les bénéfices. Donc en l'espèce, ils n'auront pas. Parce que, voilà, non, ils n'ont pas. Ils auront... Ouais, exactement, non mais c'est pour te dire, 6 mois, ouais. Mais là, en l'espèce, ils ne l'ont pas, parce qu'encore heureux, il ne suffit pas de dormir dans un ministère pour avoir une allocation. Sinon, je vous invite tous à aller les occuper, évidemment, très vite. Alors, sur le prix des traitements et des médicaments, c'est un truc qui est vraiment important, cette question du prix du médicament. D'autant plus que la France, depuis 3 ans, est liée par des engagements pris à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il y a eu l'adoption d'un texte collectif, il n'y avait que les Allemands et les Suisses qui étaient contre, donc en général ça veut dire que ça va plutôt dans le bon sens. Et, enfin, je veux dire quand eux ils sont contre. Et donc, ce texte prévoit un engagement des différentes parties prenantes, les États membres de l'OMS,
sur la transparence du prix du médicament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une obligation de calculer comment se disperse en fait le prix de votre médicament à la fin. Combien ont été dans les salaires, combien ont été dans la recherche, combien ont été dans le marketing, combien ont été dans la publicité, combien ont été dans les profits. Aujourd'hui, on ne le sait pas. La France est le pays d'Europe, enfin un des pays, c'est pas le, mais un des pays d'Europe les plus en retard là-dessus. On ne connaît pas le détail des prix sur les médicaments. Ce qui du coup empêche d'avoir une vraie négociation. Vous savez que pour le prix des médicaments, il y a un comité sécurité sociale de contrôle des prix des médicaments qui discute avec l'industriel pour tenter de trouver un prix auquel on achète dans le cas de Sécu et en fait on leur prévoit des achats sur X années et ils s'engagent à fournir au prix. La conséquence de cette difficulté, c'est les pénuries. Vous avez des industriels qui organisent une chaîne mondiale de la production. Ils disent oui mais regardez, il y a un problème sur l'usine en Grèce, du coup on ne peut pas vous fournir. C'était le cas par exemple pendant 6 mois sur les antidépresseurs de février à août dernier, pénurie antidépresseurs parce qu'il y avait une usine en Grèce qui avait brûlé. Et parce qu'on ne connaît pas le détail des prix, du coup l'industriel peut nous dire regardez je produis moins, et donc il met en concurrence les pays en disant qu'il veut acheter plus cher. Voilà, et évidemment celui qui a moins les moyens est le pays qui se retrouve en pénurie à la fin. Donc là-dessus nous on défend un programme clair de transparence intégrale, on veut savoir à l'euro près combien coûte un médicament. On sait déjà des choses grâce à des lanceurs d'alerte. Par exemple le Sovaldi, le médicament pour l'hépatite C, il coûte à peu près 100 € à être produit, il est vendu 41 000 € à la sécurité sociale. Pour vous donner un peu une idée, le coût de production c'est 100 €, le prix de vente c'est 41 000. De la même manière, le Glivec c'est un médicament en prise annuelle contre les cancers du sang. C'est à peu près pareil, la production est autour de 250 €, le coût de production c'est 40 000 € de prix d'achat sécu. Mais en fait on a besoin de savoir exactement dans ces 40 000 € ce qui est quoi, pour pouvoir évidemment le contester. Parce que eux ils vont vous dire, ouais mais c'est le coût de production mais il y a les brevets etc. Non, les brevets ne coûtent pas 40 000 €, pas me la faire, hein. Mais peut-être que c'est 1 000 € et pas 250 en mettant tout bout à bout, il n'y a pas de problème, mais il faut le savoir. Et savoir en conscience de cause quel est le taux de profit qu'on accepte sur le médicament. Mais on ne le sait pas. Et ne le sachant pas, on ne peut pas avoir un vrai rapport de force et un vrai bras de fer avec les industriels. Donc ça c'est le premier point. Le second, c'est les licences d'office. Oui, lorsqu'un médicament est d'intérêt vital, il faut lever le brevet. Et le droit l'autorise. Et bien sûr, on l'a déjà fait par exemple sur le VIH dans pas mal de pays. Donc il faut continuer à faire des licences d'office et dire oui, on autorise une production en générique d'un médicament dès lors qu'il y a un principe actif qui identifie, reproduit, répliquer et produit. Et troisièmement, on défend aussi bien sûr l'idée d'un pôle public du médicament, qui est sans doute la réponse qui articule les deux premières. Puisque dès lors que vous avez une usine qui fait une production publique des médicaments, à la fois vous avez la transparence, parce que c'est vous qui avez les comptes directement, donc c'est beaucoup plus évident, et puis vous orientez le générique sur ce dont vous avez besoin. L'objectif est de faire moins cher, ce qui est utile, et puis vous pouvez le faire de manière assez logique en lien avec l'assurance maladie. On avait notamment déposé un texte de loi l'année dernière pour que ce pôle public soit en fait une branche sécu. C'est-à-dire la sécurité sociale qui prenne en charge directement la production de médicaments, parce que vous avez les ordonnances et les prescriptions qui arrivent, qui sont centralisées à la sécu, donc vous pouvez anticiper la durée des traitements. Vous avez une idée en fait des traitements qui sont plus prescrits et moins prescrits, qui permettent d'orienter un peu la chaîne de production avec une visibilité à 6-8 mois, voilà, qui aide un petit peu à disons, avoir quelque chose de plus concret et s'inscrire dans une logique de besoins individuels et de parcours de soins, plutôt que des logiques évidemment d'organisation financière de la filière. Non, bah c'est juste pour vous remercier d'être venu assister. Non, il y aurait évidemment plein de choses à dire, mais effectivement il est tard. Simplement dire que cette question de la sécurité sociale, de l'universalité de l'accès aux droits, de la santé dans sa dimension de santé publique, elle a évidemment 1000 autres facettes qu'on n'a pas évoquées, la question des déserts médicaux et de la création, par exemple, de centres municipaux de santé, la question... Surexploitation des personnels hospitaliers, par exemple les PADU, le passage en 12 heures systématique pour des raisons économiques, qui génère 20% d'économies sur les frais de personnel. Je souscris à la liste qui vient d'être faite. Moi aussi. Les centres de santé municipaux, la question de la prévention. Et aujourd'hui, la France est un pays dans lequel la prévention en matière de santé publique, la prise en compte de la santé environnementale, la dégradation de la santé au travail, la reconnaissance et la prévention des maladies professionnelles sont des sujets qui sont totalement à l'abandon, alors que c'est une amélioration de la santé des personnes, 2, c'est même une source d'économie ensuite pour le système de santé parce que les gens seront en meilleure santé, moins malades, etc. Et en plus, si on prend en charge plus tôt, qu'on dépiste plus tôt, on peut mieux répondre aux maladies qui se déclarent et ça coûte moins cher à la fin. Bref,
On aura l'occasion sans doute d'y revenir et je suis sûr que le comité de défense de la santé fera en partie ce travail-là. Donc si vous avez un peu d'énergie, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour que ce comité vive, se renforce et continue à organiser des soirées comme celle de ce soir, parce que c'est vraiment très important pour faire vivre le débat public sur cette question-là. Voilà, merci à toutes et à tous. Et merci à Claire Pompin et à Adrien Souhait pour leur participation.